Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus, c'est Grand Prix, c'est votre talk 100% Formule 1 en direct sur Twitch et sur Next Gen Auto. On est ravis de vous retrouver en direct pour les gens qui nous suivent le lundi à 20h30, en différé pour ceux qui nous écouteront et nous regarderont demain en podcast. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine depuis notre dernière émission. Ah, c'est sûr que c'est moins animé ce qu'on va voir ce soir par rapport à la semaine dernière avec l'accrochage qui était vraiment quasiment en direct, mais on va quand même en parler ce soir de cet accrochage, encore une fois, Lewis Hamilton, Max Verstappen, et plutôt bien sûr des différentes choses que Red Bull est en train d'entreprendre, on va dire, pour essayer de faire vraiment de son cas un cas d'école. On vous parlera également de la fin du calendrier de cette saison 2021, ça bouge un petit peu, on sait évidemment que la pandémie n'est pas décidée encore à nous laisser tranquilles, donc il va peut-être falloir un petit peu modifier les choses, et on en parlera bien sûr, et puis on terminera avec les essais de la saison 2022, alors évidemment c'est encore loin, mais on a des premières bribes qui sont en train d'être annoncées, en tout cas des coulisses qui sont en train d'être dévoilées. Il semblerait qu'on n'ait pas beaucoup d'entraînement pour les pilotes et les équipes sur les voitures 2022. On en parlera bien sûr à la fin de cette émission. À mes côtés, il retrouve sa place en haut à droite puisqu'il n'était pas une autre lors du dernier Racing Café, mais ça fait plaisir de le revoir. C'est l'ami Manu, comment ça va ? Salut Michael, salut à tous. Effectivement, ça va bien. On va pouvoir parler des conséquences de l'accident qui nous a occupé quasiment toute l'émission la semaine dernière. Donc, ce qu'il y a encore à dire et que le monde de la F1 n'a pas arrêté d'en parler depuis lundi dernier. J'aimerais quand même que nos amis de chez Red Bull notamment se calment un peu parce que nous, le 9 août, on est off. On ne fait pas d'émission le 9 août. Alors s'ils pouvaient avoir réglé tous leurs soucis pour qu'on évite de devoir en reparler en long, en large et en travers dans l'émission qui suit. Et puis on retrouve également l'ami Alexandre qui est l'un des rédacteurs de Next Gen Auto. Comment ça va ? Ça va, on rempile et donc je suis très heureux d'être ici. Puis on va avoir une pensée pour tous ceux qui ont pété leur rétroviseur, qu'on va dire le prix du crash de Verstappen, ça les rassurera. C'est ça, c'est-à-dire que là, et encore, ils nous ont annoncé le prix, mais sans la franchise. Donc vraiment, il n'y a pas de panique à vous faire, il y a bien pire. Bien sûr, c'est vrai que voilà, c'est encore une fois l'histoire. Donc on rappelle, bien sûr, Lewis Hamilton, Max Verstappen se percutent dans le premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Max Verstappen est victime d'un terrible accident, 51 G encaissé, 10 secondes de pénalité pour Lewis Hamilton, qui remporte quand même le Grand Prix. Déjà... Dimanche, lors du Grand Prix, c'était compliqué chez Red Bull d'accepter ce qui se passait là. Et bien, autant vous dire que depuis, ils ont un petit peu bataillé et ils ont enfoncé le clou. C'est-à-dire que maintenant, chez Red Bull, on a carrément on s'est offert les services d'un avocat pour justement aller fouiller, Manu, au niveau de cette pénalité de Lewis Hamilton. L'objectif est quand même, soit d'aller le traduire directement devant le tribunal international, je ne sais pas, peut-être qu'ils veulent directement l'amener à la haie, Lewis Hamilton, mais en tout cas, ils veulent qu'il y ait une pénalité un peu plus importante. Ouais, c'est ça. Ils veulent réussir à prouver que la sanction en fait qui a été donnée à Hamilton pendant la course n'était pas suffisante, puisque en fait eux, ce qu'ils voient au bout du compte, c'est qu'il y a eu un 25-0 pour Hamilton sur Verstappen et que en fait leurs deux avances qui étaient quand même assez confortables aux deux championnats sont aujourd'hui de 4 et 8 points. Donc c'est vrai que le but pour eux, c'est de faire pénaliser Hamilton a posteriori. Évidemment, comment et pourquoi, c'est un peu plus compliqué à savoir, en tout cas sur quel axe ils veulent essayer d'aller, d'autant que ça reste quand même des décisions sportives qui se réfèrent à un problème sportif en piste. Donc ce serait quand même une première et il faut que Red Bull arrive avec cet avocat à trouver un angle. Donc c'est pas encore gagné. Ouais, c'est effectivement compliqué, Alexandre. Tu nous le disais, effectivement, le prix un petit peu élevé de l'accident. On est à 1,6 million à peu près. Ce qui est déjà pas mal. Alors tout d'abord, je voudrais rappeler qu'Helmut Marko a un doctorat en droit. Donc il y avait peut-être un avocat à aller chercher pour pas cher. Parce que effectivement, je pense que est-ce que Red Bull espère vraiment pouvoir hausser cette pénalité d'Hamilton? J'ai pas le souvenir qu'il y ait eu des cas comme ça par le passé. Est-ce que c'est davantage un but de communication pour mettre la pression sur Mercedes avant les prochains Grands Prix? C'est sans doute pour cela. D'ailleurs, c'est paradoxal parce que ça va leur coûter de l'argent, cet avocat. J'imagine qu'ils ne prendront pas le premier venu. Et au moment même où ils se plaignent que le prix du crash, donc 1,6 million, les handicape dans la course au budget plafonné. Donc, c'est comme, à mon avis, souvent chez Red Bull, c'est beaucoup d'agitation. Et à mon avis, pour aboutir à pas grand-chose, plutôt une dispersion d'énergie alors qu'il y a un Grand Prix dans quelques jours. Oui, Helmut Marko a dit donc l'avocat doit enquêter sur ce que nous pouvons faire dans une telle situation au sein du cadre légal du sport.
On a été chanceux que rien de sérieux n'arrive à Max. C'est vrai que Christian Horner aussi, on a rajouté une petite couche sur ce que l'accident aurait pu faire à Max Verstappen. Je vais leur envoyer, je dois avoir leur adresse mail quelque part, je leur enverrai l'accident de Kenny Brack et ils vont peut-être me répondre autre chose. La voiture est détruite, le moteur possiblement aussi. On ne peut pas laisser passer cela, une suspension pour Hamilton serait justifiée. C'est extraordinaire. J'adorerais vraiment qu'ils le gardent secret jusqu'au tout dernier moment. Vous savez, le nom de l'avocat, qu'ils arrivent à la cour et c'est Helmut Marko, qui est l'avocat de l'équipe. Alors là, ça ce serait absolument On a engagé formidable. un avocat. Mais d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression que le chiffre est un peu surestimé. Alors, je sais qu'il y a peut-être le moteur qui a plus pris que dans le crash de Bottas, par exemple, à Imola. On se rappelle que Mercedes avait annoncé 1 million de dommages à Imola et j'ai l'impression que rajouter entre 6 et 800 000 en plus sur ce crash me semble un peu surestimé. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. C'est peut-être un peu c'est toujours dans la même optique que peut-être de dramatiser. D'ailleurs, alors 1,6 million, si on a des budgets plafonnés à 175 millions, ça représente 1,1% du budget annuel de Red Bull. Donc ça paraît quand même énorme. Alors bien sûr, il y a des exceptions, mais 1% du budget, c'est 1,1%, ça paraît vraiment énorme. Alors c'est même plus que c'est presque 2% du budget de Haas, presque, enfin des choses comme ça hors opération. Surtout que ça arrive dans une période où vraiment Red Bull opère à la limite des budgets plafonnés, 145 millions. Alors il y a beaucoup d'exceptions comme les salaires de pilotes de Christian Horner ou le budget marketing, mais Christian Horner a même dû raconter que pour s'adapter au budget plafonné, ils ont dû virer des gens qui étaient là depuis bien avant, qui étaient là depuis l'époque Jaguar et autres. Et ça arrive d'autant plus mal que Red Bull dépense beaucoup d'argent cette saison pour produire de nouvelles pièces pour cette année, parce qu'ils semblent vouloir développer plus la voiture que Mercedes pour cette année. Alors voilà, ça va coûter encore plus cher, alors qu'ils ont déjà beaucoup à faire avec la voiture de cette année, avec la voiture de l'an prochain. Ça va ralentir la production des nouvelles pièces. D'ailleurs, moi, je m'interrogeais sur le coût du remplacement du moteur, s'il est abîmé, parce que Red Bull investit beaucoup, mais les budgets moteurs ne sont pas compris dans les plafonds. Ce qui veut dire que tout l'argent qu'ils mettent sur Red Bull Powertrains actuellement n'est pas dans les budgets plafonds. Alors, c'est un peu ma question. Est-ce que les budgets réparation moteur sont pas compris dans les budgets plafonnés, ou alors c'est des budgets réparation, ou alors c'est des budgets moteurs? Bref, ça m'interpelle un peu sur ça. Non, c'est sûr que c'est étonnant. Moi j'avoue que franchement, 1,6 million, j'ai l'impression qu'au prochain crash, ce sera 2 millions, puis 2,7 millions, oui. La voiture peut pas non plus. Enfin, je suis désolé, oui, c'est un gros crash, mais enfin, ils ont juste cassé le côté droit de la voiture. Ça me paraît très très cher. Alors que Bottas, lui, avait tapé des 4 coins à Imola. Il avait tout pris. Il fallait tout remplacer sur la voiture. Là, oui, il tape fort à l'arrière droit. Mais enfin, c'est pas non plus. Encore une fois, moi, je fais partie de ces gens qui vous disent non, c'est pas le crash du siècle, excusez-moi. Je comprends pas qu'on nous sorte un chiffre pareil. Mais en même temps, comme c'est Red Bull, je suis pas surpris. C'est dans leur stratégie. Ce qui est drôle, c'est que c'est du simple au double entre la première estimation et le chiffre final qui sort. Et effectivement, tu sens qu'il est sûrement proche du million. Ça m'étonnerait pas, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de choses. La cellule de survie a peut-être été touchée et ce genre de choses. Donc, il y aura des remplacements à faire sur des pièces vraiment fondamentales de la voiture. Mais de là, effectivement, pour moi, 1,6 million, ça veut dire qu'on récupère absolument rien de la voiture, et c'est pas le cas ici. C'est ça qui me paraît complètement fou, quoi. Ça nous dit Renault qui change aussi quasiment tout sur la voiture d'Ocon, ça coûte combien? Ça, c'est des prix. Alors, on sait après qu'une Formule 1, ça coûte évidemment extrêmement cher à concevoir et à faire, et que la voiture en elle-même coûte très cher. Je pense que si vous allez demain chez votre concessionnaire Alpine, vous ne pourrez pas vous offrir la voiture d'Esteban Ocon et de Fernando Alonso, mais qu'on mette autant, quand même, une somme pareille, comme tu le disais, Manu, on était sur du 800, 900, 1 million à la rigueur, il commence à vous dire, puis c'est passé à 1,2 million, c'est passé à 1,8 million, on ne savait plus trop à quel sens se vouer. Maintenant, on nous a annoncé un 1,5 million, il y a cette histoire d'avocat. D'ailleurs, justement, petit aparté, l'avocat, il rentre dans le budget plafonné ou pas? Normalement, non, je pense pas. Enfin, je sais pas, en fait, c'est budget gestion externe. Je pense que oui. Non, tu crois? Ou alors, à moins qu'il le compte comme budget marketing. C'est possible. C'est peut-être effectivement ce qu'ils veulent faire. De toute façon, je pense, et je crois qu'on va être d'accord, messieurs, là-dessus. Red Bull veut lancer un exemple. On peut se demander d'ailleurs qu'est-ce qui se passe. On pourrait se demander si Red Bull atteint le budget plafonné à l'avant-dernière course, et boum, il y a un gros crash en essai libre. Qu'est-ce qui se passe s'ils sont presque au plafond du budget? Alors,
Alors, la solution, bien sûr, ils ont le droit de réparer la voiture. Ils ne vont pas courir sans aileron avant. Mais en fait, il y a des pénalités qui seraient octroyées en cas de dépassement du plafond. Et ça peut être très sévère. Ça peut être des places sur la grille, ça peut être des retraits de points. Et lorsque la FIA a annoncé ce règlement financier, ils ont même dit que si une équipe dépassait vraiment beaucoup les budgets plafonnés ou qui découvrait des coûts cachés avec leurs audits, ça pouvait aller jusqu'à l'exclusion du championnat. C'est un petit peu le côté de ce nouveau règlement financier qu'on n'a peut-être pas assez abordé quand il est arrivé. C'est que on pourrait tout à fait avoir une équipe qui écrase tout l'an prochain. Et puis, 3 mois après la fin de la saison, la FIA, en faisant des enquêtes, et ils ont engagé le cabinet de Deloitte, je crois, pour faire des enquêtes, découvrent qu'ils ont explosé le budget et ils seraient destitués. Donc, ça demande un casse-tête pour être vérifié. Mais donc voilà, Red Bull, imaginons que Max Verstappen soit obligé de partir 3 places plus loin sur la grille à Abu Dhabi pour le dernier Grand Prix, alors que le titre est en jeu, là, je vous avouerai que Red Bull aura en travers ce crash. Mais bon, après, c'est le boulot des directeurs financiers. Et je pense que c'est le pire métier du monde cette année, directeur financier en F1. C'est ça. Hein. Je pense qu'ils feront comme Mercedes. Ils annuleront des séances d'essai ou des choses comme ça en fait pour essayer de compenser l'argent perdu dans les crashs. Après, je vois dans le chat, on nous demande s'il y a le même crash sur la quali sprint, ils font payer à la FIA. Donc la FIA en fait a une enveloppe prévue par équipe en cas de gros dégâts. Par contre, ça ne couvrira jamais le fameux 1,5 million de Red Bull. Ouais, on est sur du 300 000, hein, je crois. 500 000, hein 300 ou 500, je ne sais plus. 300, je sais plus. Je ne sais plus exactement, on va chercher ça. Pour les 3 qualif sprint, on rappelle, il y aura encore 2 essais, le premier à Monza, le deuxième peut-être en Arabie Saoudite, on en parlera tout à l'heure, vous savez, c'est extraordinaire ce qui est en train de se tramer là-bas. Mais voilà, alors, c'est vrai qu'il va falloir expliquer quand même aux novices. Alors je pense que ça n'arrivera pas jusque-là, mais imaginez, vous avez un Grand Prix où il y a une voiture qui doit, enfin une équipe qui a ces 2 voitures qui perdent 10 places sur la grille, il va falloir expliquer aux gens. Alors oui, non, rien fait, il n'y a pas eu de casse moteur, non. Ils ont dépensé trop d'argent. Et là maintenant, ça va devenir. Et puis alors après, s'il y a des destitutions, ça devient le Tour de France et ça devient évidemment très compliqué. Est-ce qu'on aurait des championnats non attribués comme en cyclisme, ce serait très drôle. La FIA qui serait obligée de refaire évidemment les trophées, puisqu'ils mettent à chaque fois les logos. Mylène qui nous dit mais bout de Marco va ouvrir une canne de litchi pour aider à financer les dégâts. Mais je crois qu'ils en sont presque là. Hein. Ah mais oui. Je pense qu'ils diraient voilà, si avec leur avocat ça ne fonctionne pas, nous faisons un crowdfunding parce que sinon vous comprenez on pourrait pas finir la saison et personne ne voudrait que Mercedes de gagner un titre comme ça. C'est un peu on grossit le trait bien sûr, mais je commence à avoir l'impression que c'est la rhétorique qui devient presque réelle en fait. On pourrait presque vous préparer pour l'émission de la semaine prochaine un quiz. Est-ce que Red Bull l'a dit ou ne l'a pas dit avec des trucs complètement farfelus, mais ça vous mettrez le doute. C'est sûr. Après, ça risque de créer un véritable précédent quand même, parce que le fond du débat, c'est celui-là aussi. Si la décision était changée sur le plan légal et que l'avocat parvenait à faire passer ça devant un tribunal et à revoir j'y crois pas une seconde, mais à revoir la sanction, est-ce que derrière, ça créerait pas un précédent trop important avec des possibilités de faire... Et ça ouvrirait pas une boîte de Pandore sur les possibilités de faire appel de toutes les décisions tout le temps, et en fait que tout se joue sur tapis vert quelques mois après. C'est ça le gros risque que fait courir Red Bull à la F1 en faisant ça, même si je pense pas que ça va aller. Ce qui serait drôle, c'est que la FIA revoie la décision à la baisse et blanchisse. Mais tu sais, en plus, cette année, il y a un peu des trucs comme ça, donc je pense que c'est pas impossible. Mais je pense pas. D'ailleurs, ils n'avaient pas engagé d'avocat pour porter plainte sur les ailerons arrière. Finalement, ils ne l'ont jamais fait sur les ailerons arrière flexibles. Donc, je pense que ça rentre dans le même ordre, c'est-à-dire de l'intox ou montrer les muscles. Et puis, voilà, ça ira pas chercher plus loin, à même savoir s'ils vont vraiment porter plainte. Et aller jusqu'au bout. Ils peuvent retirer leur plainte à tout moment. Quand on n'en parlera plus au milieu de l'été, peut-être que ça se passera comme ça aussi. Ouais, mais là, je pense qu'ils compteront sur beaucoup de gens pour leur rappeler ce qu'ils ont dit, parce que des fois, c'est bien de faire des déclarations, mais il faut parfois aussi pouvoir les assumer derrière. Mais je suis d'accord avec toi, Manu, c'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui se prend une pénalité de 5 secondes, l'équipe devrait avoir le droit de faire appel derrière. C'est ça, en fait, qui est gênant. Alors, après, honnêtement, on est d'accord, il y a de grandes chances que l'avocat ait déposé réclamation et que la FIA lui dise non merci, au revoir et on passe à autre chose, parce que ça ne fait pas partie des pénalités pouvant faire l'objet d'un appel. Il y a un précédent, c'est la pénalité d'Alpha en Émilie-Romagne
En mai dernier, vous Ouais. avez vu cette pénalité qui était tout à fait bizarre. Même la FIA avait reconnu qu'il y avait 2 points de règlement qui se contredisaient parce que voilà, il avait dépassé, enfin c'était complexe, il avait dépassé derrière, il n'avait pas dépassé alors qu'il pouvait dépasser derrière la ligne de safety car. Et voilà, la FIA avait d'ailleurs changé la règle après, mais même si la FIA avait reconnu cette contradiction, et l'appel avait été rejeté sur la pénalité. Alors même que je pense que Alpha avait plus de raisons de faire appel que Red Bull. Donc voilà, ça montre bien un indice sur l'issue à attendre de cette plainte. De toute façon, ouais, pour l'issue à attendre, je pense qu'il n'y a pas trop de doute dans le sens où, à mon avis, le seul levier qu'ils auraient, ce serait de dire en gros que ça a coûté cher sportivement et cher financièrement et que la pénalité est légère, mais en final, ils reviendraient à mettre la FIA devant le fait qu'ils veulent punir la conséquence d'une action et pas la cause. Donc la FIA, je pense, n'ira jamais sur ce terrain-là parce que même s'ils le font, on l'a vu déjà cette saison, mais ils disent toujours qu'ils ne pénalisent pas les conséquences d'un accident. Est-ce qu'on n'a pas là, messieurs, aussi une simple volonté voilà, comme on le disait un petit peu la semaine dernière, de mettre le doute dans la tête de Mercedes et est-ce que finalement, chez Red Bull, on ne serait pas un peu déçu du fait que là, maintenant, on est en train de brasser beaucoup d'air et de battre les bras de manière énergique. Et chez Mercedes, on n'a aucune réponse à leur apporter, à part faire une vidéo rigolote avec Valtteri Bottas qui gère le Twitter de l'équipe. On sent que ça ne les perturbe pas le moins du monde. Je pense qu'ils s'attendaient peut-être au moins une réaction aussi, de dire, écoutez, faites ce que vous voulez, mais il n'y a pas de raison. Mais alors que finalement, il y a silence radio chez Mercedes. Ouais, vas-y, Alex. Oui, non, ça montre bien que je pense que Red Bull va s'épuiser à force de se perdre dans ces combats-là, parce que c'est tempête comme ça, et ils en ont fait une à Silverstone, mais ils n'en feront pas à chaque Grand Prix, c'est impossible autrement. Et chez Mercedes, on affiche une certaine sérénité, parce qu'on a gagné les 7 titres de champion du monde, parce qu'on s'attendait à passer par ce genre d'épreuve, de ne plus avoir la meilleure voiture. Toto Wolff disait, voilà, chaque année, j'étais très pessimiste, d'ailleurs on s'en moquait de lui, on disait, voilà, presque Toto Wolff nous disait, c'est un miracle si on arrive en Q2 avant chaque Grand Prix, et c'est cet état d'esprit, finalement, de refuser l'autosuffisance qui va porter ses fruits. Et puis, Mercedes a aussi des raisons d'être rassuré, parce que si Red Bull panique, c'est qu'ils ont vu que les évolutions de Mercedes, même Chauvelin, l'ingénieur en chef, l'a dit, elles ont bien fonctionné. Et à mon avis, est-ce que Red Bull est la meilleure voiture? Bon, peut-être en Hongrie, parce que c'est un circuit tortueux, mais sur des circuits rapides du genre Austin, qui est pour son premier secteur, par exemple, fait penser à Silverstone ou des circuits comme ça va plus être aussi évident. Donc il y a peut-être une forme de panique chez Red Bull et Mercedes qui retrouve une sérénité. Voilà, ça peut être un vrai tournant dans le championnat. Alors est-ce que Red Bull va se calmer? Mais là, ce serait vraiment se contredire et reconnaître un peu qu'ils s'étaient trop emportés. Ou est-ce qu'ils vont encore s'énerver? Mais là, ce serait au risque de s'épuiser. Donc voilà, attention à ne pas se prendre à son propre jeu. Ouais, on dirait qu'ils étaient presque rentrés dans une espèce de satisfaction du combat du trash talk un peu depuis le début avec Wolff. Et au final, il y avait eu beaucoup de déclarations d'un côté comme de l'autre sur l'affaire des ailerons, sur l'affaire des pressions des pneus, même sur l'affaire des arrêts au stand qui ont finalement été revus enfin, la FIA est retournée en arrière. Et au final, c'est vrai qu'il y avait toujours les deux clans qui allaient. Là, on a vu qu'après à chaud, vraiment, c'est pareil. Mercedes et Red Bull ont vraiment beaucoup communiqué sur l'accident, mais depuis le lundi suivant le Grand Prix de Grande-Bretagne, en fait, Mercedes est passé à autre chose. Et je pense que Red Bull est un peu énervé aussi que justement Mercedes ne cède pas cette facilité-là et que pour l'instant, en tout cas, la pression qu'ils leur mettent ne semble pas fonctionner parce que Mercedes ne perd pas ses moyens. Je pense qu'ils essaient de leur faire perdre le moyen parce qu'ils ont vu que cette année, c'était la seule année où vraiment Mercedes avait du mal à rester composé et à garder ce côté très solide. Mais au final, est-ce que c'est quand même pas la dynamique est quand même pas en train de rechanger? Et là, on voit que la période de confiance de Red Bull est en train de s'émousser, comme tu dis. Et je pense que ça va être le moment où ils vont surtout pas devoir faire ce qu'ils font actuellement, c'est-à-dire partir dans tous les sens. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour eux, c'est un peu compliqué parce que du coup, là, ils ont plus de répondants de Mercedes. Et si la pause estivale se passe comme ça va être long pour eux s'ils essayent de les faire réagir et que ça se fait pas, quoi. C'est ça. Et puis ce qui est assez étonnant quand même, c'est que l'équipe restait sur 5 succès de suite. Donc c'est pas non plus... Si à la rigueur, ils voyaient Mercedes leur passer devant depuis 3-4 semaines, qu'ils étaient vraiment dans une situation compliquée, je comprendrais à la rigueur que ça panique, que ça essaye de jouer de la déstabilisation sur tous les points, mais ils étaient au-dessus. Donc j'ai du mal à comprendre en fait le recours à cette stratégie, parce que
on vous le dit de manière très claire, tout ça est une stratégie, tout ça est évidemment calculé. Peut-être pas forcément toutes les prises de parole d'Helmut Marko, mais il y a quand même la majorité des choses qui est calculée en amont et c'est décidé par l'état-major de l'écurie. Donc c'est assez à la rigueur, voilà. J'aurais dit la stratégie de l'année dernière me semblait pas étonnante. Effectivement, on gagne le dernier Grand Prix. On parle de ça pendant des semaines derrière pour dire, vous savez, c'était le dernier Grand Prix, on les a battus une fois en pouvoir. C'est bien, ça crée un élan, ça crée une espèce de momentum qui permet de le prendre dans la saison qui suit et ça a bien fonctionné au début de l'année. Mais une fois qu'on passe devant, pour moi, c'est le moment où justement on doit prendre un peu de hauteur et dire écoutez, non, nous, tout va très bien, on est très heureux d'être là, mais ça n'est pas perdu. Et là, non, on a encore l'impression que c'est reparti dans une espèce de petit côté hystérique, alors que Bryce Development nous dit calculer en amont, comme Marcel. Merci, encore une fois. Très, très beau. On salue toutes les personnes de plus de 45-50 ans là, qui nous écoutent bien sûr et qui nous regardent. Et on salue tous les millennials évidemment qui n'auront pas compris cette blague, mais je pense que moi personnellement je ne comprends pas, je sais pas vous, mais je comprends pas pourquoi on utilise cette stratégie-là qui risque fort d'être perdante face à Mercedes, quoi. Surtout que Mercedes... Vas-y Alex. Non, peut-être qu'il se croyait justement, il tombe de haut parce que Red Bull Ring, Verstappen écrase les deux courses, surtout la deuxième. Et donc, il se voyait beau, même en Styrie, dernier Grand Prix en Autriche, Verstappen marque 13 points de plus que Hamilton. Et tout d'un coup, donc ils avaient la meilleure voiture, il y avait presque une forme de certitude, l'écart grandissait. Et tout d'un coup, le rêve se brise, il est minuit 1, et puis la Red Bull se transforme en citrouille. Et là, à mon avis, il y a ce côté, on tombe de haut et on risque qu'on n'est pas si devant, qui explique une forme de panique. Ouais, c'est ça. De toute façon, je pense que... En fait, là où il y a une forme de panique et là où ils ont un petit peu tout à perdre, c'est qu'on a vu en 2019 que quand Binotto s'est essayé à ce genre de guerre un peu politique avec Wolff, Ferrari s'est effondré en même temps. Alors sur le plan sportif aussi, parce que la SF90 n'était pas une voiture aussi bonne que la Red Bull l'est aujourd'hui. Les pilotes étaient un peu plus dans le dur que Verstappen l'est cette saison quand même au niveau performance, mais on voit que Wolff est un très très bon communicant, un très très bon politicien dans le monde de la F1 et que ils ont tout à perdre alors que, comme tu dis Alex, ils étaient dans une position de favori, même si pour eux c'était pas, finalement ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas autant dans la position de favori qu'ils espéraient. Et je pense que là effectivement il faut qu'ils changent vite cette dynamique parce qu'encore un Grand Prix comme ça en Hongrie et ce serait déjà plus eux les favoris. Mercedes est quand même connu, on l'a vu en 2017 et 2018, pour pouvoir retourner les situations extrêmement vite. Tout à fait, donc c'est là, après encore une fois on rappelle, pour Red Bull, rien ne sert de paniquer tout de suite, il reste 13 Grands Prix, et ils sont toujours en tête, donc faut pas s'inquiéter, même si maintenant l'avance est extrêmement faiblarde, mais il ne faut pas s'inquiéter, et j'avoue que en fait c'est bête, mais il y aurait presque un coup à jouer, je trouve, chez Mercedes de retenter, alors évidemment, on va pas dire à Lewis Hamilton d'aller percuter volontairement Max Verstappen, mais limite de faire des petits trucs un peu, une petite défense un peu rugueuse, un truc pour essayer d'énerver encore plus Red Bull et de leur faire perdre totalement les pédales, comme tu l'expliquais, comme un petit peu ce qui est arrivé en 2019, où c'est vrai qu'on avait cette impression de Ferrari qui s'est complètement pris les pieds dans le tapis. On rappelle, ils avaient la voiture la plus rapide en début de saison, et je crois qu'on était sur 8 doublés consécutifs de Mercedes. 5 doublés et 8 victoires, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, 8 victoires et 5 doublés d'affilée, donc là, je pense qu'ils ont eu du mal. Ici, Red Bull a encore l'avantage. Ils risquent fortement aussi d'avoir l'avantage ce week-end, puisqu'on ira sur le Red Bull Ring, qui est quand même un circuit qui devrait être plutôt favorable à Red Bull, même s'il y a eu des batailles sympas ces derniers temps. Oui, en Hungaroring, oui, pardon, parce que oui, 3 grands prix Red Bull Ring la même année, ça ferait beaucoup. Moi personnellement, même moi, je commencerai à en avoir un peu marre alors que j'aime bien. Mais oui, pardonnez-moi, au Hungaroring ce week-end, il y a eu quand même des batailles récemment et Mercedes peut aussi s'en sortir sur un jour de tracé comme ça. La prochaine étape, c'est que si Verstappen même se fait battre par Perez ou est un peu en dessous, Horner va dire c'est parce qu'il est toujours blessé, parce qu'Hamilton l'a envoyé dans le mur. On peut s'attendre à tout. Ça, tu vois, c'est garanti. L'autre jour, c'est garanti. Ils vont forcément à un moment dire que Verstappen a fait une erreur ou alors qu'il n'était pas rapide en qualif et il a manqué de dixième parce qu'il se remet encore d'accident et tout. C'est évident qu'on va y avoir droit à ça, c'est sûr. D'ailleurs, je t'ai vu sourire, Manu, et comment tu peux sourire alors qu'il y a une semaine, Verstappen était à l'hôpital? C'est vrai, je sais.
J'ai peu de dignité, j'avoue. Mais messieurs, c'est vrai que je trouve que le ton adopté ici est peut-être un petit peu léger. Au vu de ce qui s'est passé il y a maintenant 8 jours, quand même, il faudrait un petit peu de décence, si vous le voulez bien. Mais de toute façon, c'est garanti. On sait très bien comment ça va se passer ce week-end. Si Verstappen gagne, on dira incroyable job de Max pour rendre compte, il est quand même blessé. S'il avait tapé 4 cm différemment, il aurait été disloqué dans la voiture directement. Enfin voilà, et puis s'il fait comme tu dis, Alex, il est derrière Perez, on dira oui, mais vous savez, il est encore blessé. Voilà. De toute façon, ça sera comme ça. On sait que ça sera utilisé. Ces fameuses blessures, on rappelle, hein, je crois que c'est Christian Horner qui disait qu'effectivement, il y a eu le baquet qui a été un petit peu fissuré, que Max aurait pu subir des dégâts neurologiques terribles. Encore une fois, moi, je ne veux pas, je ne veux pas être méchant, mais c'est un peu ce genre de déclaration, c'est un peu aussi pas très sympathique vis-à-vis de la FIA, quoi, parce que la voiture est quand même censée être extraordinairement sûre, le circuit est quand même censé être extraordinairement sûr, il commence à nous dire que voilà, il aurait pu finir éparpillé face au puzzle. Je trouve que c'est pas non plus très le jour il ira vraiment quelque chose, qui va croire Horner? Le jour où Verstappen sera vraiment blessé, c'est Pierre et le loup. C'est ça, et puis en même temps, c'est aussi un peu, comme tu dis, un manque de respect sur les FIA et sur les gens qui ont vraiment eu des accidents graves, parce que la F1, il y a quand même eu des accidents un peu plus sérieux que ça, et F1, F2 ces dernières années, donc ça sert à rien d'en rajouter sur l'aspect mélodramatique pour finalement juste faire de la com derrière, alors qu'on parle quand même de santé de pilote, et que ce serait effectivement pas le premier à se blesser en F1, mais que tout le monde fait tout pour que ça n'arrive pas. Donc c'est de la com d'assez mauvais goût au final, et surtout après que derrière ils viennent en plus critiquer Hamilton qui a célébré le podium en ne sachant même pas que Verstappen était à l'hôpital. Ça reste, ça montre encore que sur ce débat-là, ils prennent vraiment tout à l'envers. C'est ça en fait. Je pense qu'effectivement c'est le bon mot. Ils sont à l'envers, ils sont à contre-temps dans tout ce qui se passe en fait. On a cette impression, et je pense qu'on pourra terminer là-dessus, mais ils sont en train peut-être de se créer une espèce de réalité alternative où voilà, il s'est passé des trucs terribles. Max Verstappen, rendez-vous compte, il était à l'hôpital. On a vraiment cru que ça allait mal se finir alors qu'il n'y avait strictement rien. Voilà, c'est un peu ce genre de choses. Peut-être il faudrait pas se perdre dans cette réalité alternative, parce que le problème c'est que la réalité c'est celle où à la fin de la saison on a une remise de prix de la FIA, et bon, souvent ces derniers temps Lewis Hamilton et Toto Wolff qui avaient le trophée, donc ce serait mieux pour Red Bull de peut-être s'ancrer un peu plus dans le réel et non pas dans l'hypothétique. Surtout qu'à Bakou ils avaient déjà un peu commencé comme ça. Dès qu'il y avait la crevaison de Verstappen, c'était oh là là, nous en gros on fait tout ce qu'il faut et on a des fournisseurs pneumatiques qui est pas bon, ça nous coûte cher, ça aurait pu être dangereux, etc. Alors oui, c'est vrai, mais on a un peu l'impression des fois qu'ils font volontairement abstraction du fait que l'AF1 de toute façon est un sport dangereux et que des accidents comme ça peuvent arriver. C'est vrai que c'est le deuxième plus gros de la carrière de Verstappen probablement, voire le plus gros, mais c'est le deuxième gros accident en tout cas qu'il a en F1, mais ça aurait très bien pu lui arriver sur un problème technique, sur un accrochage avec quelqu'un d'autre, donc c'est compliqué de juste en vouloir à Hamilton parce que les deux ont voulu se battre dans un virage, quoi. À la rigueur, la bonne chose peut-être ce serait de commencer à dire bah voilà, est-ce qu'on peut pas allonger une zone de dégagement, faire des choses, voilà, peut-être essayer de régler les choses, parce que c'est vrai que je prends quand même ce qui est assez surprenant, c'est qu'il y a entre le moment du contact et l'impact avec le mur, il y a 1,5 seconde à peine, hein, ça se passe extrêmement vite, et je trouve que c'est un très court laps de temps pour traverser le bac à gravier, et c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait d'ailleurs se pencher, parce que c'est vrai que est-ce que le virage a assez de dégagement pour une voiture qui sort à 300 km/h, ça c'est peut-être la meilleure question à se poser. Je pense que Silverstone... Vas-y Alex. Et puis, il y a un point, on se dit que ces voitures, elles prennent à fond Cobbs maintenant. L'année prochaine, ça devrait plus être le cas. Donc, la sécurité des circuits, c'est aussi une question du règlement aéro qui est vraiment très développé avec des voitures trop rapides. Et donc, ils vont passer à fond des virages qui, même le raidillon de Spa, ça va encore se passer à fond. Donc, on va vraiment faire attention à ce niveau-là. Ouais, là, c'est ça qui est assez fou, c'est parce que c'est pas la première fois qu'on dit que les Formule 1 vont trop vite. Mais à l'époque, c'était dans les années 80 où bon, quand on mettait un rail, on était content parce que vous avez vu, il y a un rail maintenant et on mettait des espèces de barrières, de grillage pour. Enfin, c'était un niveau de sécurité terrible et donc on disait effectivement oui, ça va trop vite par rapport à ce niveau de sécurité qui est catastrophique. Aujourd'hui, on dit ça alors que la sécurité est à un niveau extraordinaire et c'est là peut-être que voilà, c'est entre guillemets inquiétant, mais en attendant, le point positif
aussi qu'il faut retirer là-dessus, c'est que oui, il a eu un terrible accident et tout ça, mais il s'en est sorti parfaitement indemne et il sera au départ ce week-end. Donc, moi, le seul reproche que je ferais à Silverstone, à la limite, ce serait plutôt le prolongement à chaque fois des barrières les plus safe. On voit que l'an dernier, Albon est sorti à Stowe, il a tapé directement dans le rail. Kiat est sorti dans Maggots ou Beckett, je ne sais plus, il a tapé directement le mur en béton. Là, on voit que Verstappen sort dans le COPS, il ne tape pas les Tech Pro où il tape les pneus. Finalement, il faudrait peut-être qu'il revoie ça. Après, effectivement, les zones de dégagement sont quand même larges, malheureusement. Quand la F1 passe à 290 dans COPS, c'est sûr que le trajet est très long et très court. Après, oui, potentiellement, voir pour mettre autre chose que du gravier et faire des choses comme ça. Mais c'est vrai que je pense que le fait que les F1 ralentissent l'an prochain sera déjà une bonne chose. Ça rendra tous ces circuits encore un peu plus sûrs, même s'ils le sont déjà tous assez incroyablement. Bien évidemment, on va passer au deuxième sujet, si vous le voulez bien, messieurs. On va continuer de dérouler notre émission. Et bien justement, on va parler de la fin de saison 2021, parce que vous le savez, actuellement, il y a une pandémie. Alors si je vous l'apprends, chouette, parce que j'aimerais bien vivre dans votre monde, parce que vraiment, ça doit être sympathique. Mais actuellement, nous sommes en guerre, comme on disait il y a 1 an et demi. Et le variant Delta est peut-être en train de semer un petit peu la zizanie sur le calendrier de la saison de Formule 1. On le sait, évidemment, il y a déjà eu des annulations de Grand Prix, notamment le Grand Prix d'Australie à Melbourne, qui a été purement et simplement annulé récemment. On a Istanbul qui revient aussi pour changer tout cela. Stefano Domenicali lui-même l'a déclaré, le patron de la Formule 1. On n'est plus trop sûr d'avoir 23 courses cette année. C'est vrai qu'on essaye le maximum, mais à un moment donné, à part de faire comme la Formule 1 et 5 courses sur le même circuit, ça paraît très compliqué. Comme je vous le disais rapidement tout à l'heure, on évoquerait la troisième qualif sprint, pardonnez-moi, pour l'Arabie Saoudite, ce qui veut donc dire que globalement, si on commence à évoquer ça, c'est qu'on sait que le Brésil ne sera certainement pas non plus organisé. Le Japon risque aussi fortement de sauter, puisque ils sont en train de tout fermer. Actuellement, les Jeux Olympiques se déroulent à huis clos. Et on a le Grand Prix de moto aussi qui a été annulé et qui devait avoir lieu plus ou moins en même temps que le Grand Prix de F1. Donc, cette fin de saison semble changer un petit peu. Il y a aussi une nouvelle qui est tombée aux Pays-Bas aujourd'hui, parce qu'ils ont décidé jusqu'au 1er septembre d'annuler tous les festivals de musique. Ils ont découvert des cas de Covid après un festival de musique. Alors, officiellement, ça prend fin le 1er septembre et Zandvoort, c'est 5 septembre. Et les organisateurs ont déjà dit que nous, c'est avec tout le public ou pas de Grand Prix. Donc, si les Pays-Bas interdisent tous les festivals, est-ce que la situation va vraiment s'améliorer en septembre, tout début septembre, 3 jours après, je ne suis pas sûr. Donc, évidemment, un Grand Prix, c'est pas un festival de musique, c'est encore plus gros. Donc, à mon avis, Zandvoort, ça commence aussi à devenir en pointillé. Alors, ça dit, c'est une bonne nouvelle pour l'espérance de vie de Lewis Hamilton, parce que si le Grand Prix ne se tient pas, il va pouvoir finir la saison. Il ne partira pas de Zandvoort avec les 2 jambes dans le plâtre, et c'est une très bonne chose pour Lewis Hamilton. Le Grand Prix de Belgique aussi, qui doit se tenir normalement avec 75 000 spectateurs. Je pense qu'on peut s'attendre relativement rapidement aussi à avoir des nouvelles, en tout cas diminution déjà pour commencer de ce nombre de spectateurs, avant peut-être un huis clos, mais l'équipe de Spa Grand Prix l'a prouvé, on peut faire un huis clos, on l'a fait l'an dernier sans aucun problème, donc le Grand Prix devrait avoir bien lieu. Et puis, il y a donc cette nouvelle, en tout cas pour l'instant, cette rumeur qui commence un peu à enfler, c'est que donc Abu Dhabi fait maintenant partie des pays en zone rouge des Britanniques, donc vis-à-vis du variant Delta, ce qui veut dire qu'il faut donc effectuer une quarantaine de 10 jours, si je ne dis pas de bêtises, à la rentrée justement pour toutes les équipes, puisque les équipes sont basées au Royaume-Uni pour leur grande majorité. Donc il se dirait qu'actuellement, potentiellement, et c'est d'ailleurs les organisateurs du Grand Prix d'Arabie Saoudite l'ont déjà un petit peu évoqué, on pourrait intervertir les 2 derniers rendez-vous de la saison, faire Abu Dhabi le 5 décembre et l'Arabie Saoudite le 12, pour que, globalement, ils doivent rester simplement 3 jours de plus en Arabie Saoudite avant de rentrer, pour que les 10 jours de quarantaine soient passés là-bas. Ce qui voudrait donc dire, messieurs, je veux bien votre avis là-dessus, que potentiellement le titre mondial pourrait se jouer à Jeddah. Tant que c'est pas Abu Dhabi, moi je suis preneur. Ah ouais, non, mais alors je crois qu'on est peut-être tombé sur... À part Sochi, on est tombé sur le seul choix pire pour moi, tu vois. Du coup, je pensais qu'ils voulaient pas mettre de quali sprint en toute fin de saison. Donc, si jamais Jeddah c'est le dernier Grand Prix, il va falloir peut-être revoir les plans à un moment donné, parce que. Là, honnêtement, à part le faire à Austin, je vois pas.
Si on nous avait dit que le titre serait octroyé un samedi en Arabie Saoudite il y a quelques années, on n'aurait peut-être pas cru. C'est clair. Et puis surtout, c'est le truc, c'est la première chose qu'ils ont dit quand ils ont fait le projet Kali Sprint, c'était le titre ne se jouera pas un samedi. Et là, en fait, tu vois que tout le puzzle est en train de se monter pièce par pièce pour qu'à la fin de la saison, ça se joue le samedi de Jeddah. Quoi. Il se jouera un vendredi, peut-être. On va sortir d'Abu Dhabi avec 26 points d'écart entre les deux, ça va être ni plus. C'est terrible, c'est terrible. Et le deuxième du championnat tombant en panne au départ du Grand Prix, fin de la Kali Sprint, ça sera fini. Il y a aussi Austin qui s'est déjà positionné pour accueillir un deuxième Grand Prix et avec des Kali Sprint. À mon avis, c'est peut-être plus probable parce que déjà, c'est pas en fin de saison. Hein. Il y aura 1, 2, 3, 4, 5 Grands Prix. Enfin, ça dépend du nombre, mais à peu près 5 Grands Prix après Austin. Et puis au Texas, voilà, pour le moment, tout est ouvert. Ils sont relativement vaccinés. Il faut quand même faire attention parce que le circuit d'Austin n'est pas très loin du centre-ville, la capitale du Texas. Donc, bon, c'est un peu l'interrogation. Après, ça dépend effectivement, est-ce que c'est à huis clos ou pas à huis clos? C'est la grande question. Zandvoort ne veut pas des courses à huis clos. Un premier Grand Prix à huis clos en Arabie Saoudite, ça ferait quand même un peu bizarre. Bahreïn, huis clos, sans huis clos, bon, j'ai jamais trop vu la différence. Et il y a aussi parce que si c'est à huis clos, quand même, en F1, ils sont tous vaccinés. Normalement, enfin, à mon avis, c'est le cas pour tout le monde. Donc, ça poserait moins de problèmes, a priori, pour un pays d'accueillir un Grand Prix. Il faut quand même faire attention à la FOM, à son image, parce que si jamais, bon voilà, avec les vaccins, on peut quand même attraper, qu'il y a une nouvelle mutation et que la F1 introduit un virus dans un pays, ça ferait mal à l'image de la F1 dans le dit pays. Donc, il y a tous ces risques en considération. Et voilà, il faut faire. Et le pire job du monde, j'avais dit que c'était directeur financier des équipes de F1, mais c'est peut-être aussi celui de Dominique Ali, parce qu'il doit préparer le calendrier de l'année prochaine, il doit gérer ces organisations. Alors, parce que nous, on ne sait pas, mais il y a plein de détails contractuels qu'il faut prendre en compte. Par exemple, est-ce qu'à Abu Dhabi, s'ils ne sont pas à la dernière course, ils paient pour être à la dernière course. Alors, s'ils ne sont pas à la dernière course, ça fait de l'argent en moins. Il y a toute la logistique dans les équipes. On réserve les hôtels des semaines à l'avance, les vols à l'avance. Vous imaginez le cauchemar que c'est aussi. Donc et puis, on ne peut pas faire n'importe quoi. Michael disait, on ne peut pas faire 4 Grands Prix de suite et puis rien pendant 3 semaines. Et puis, il y a aussi toute une chaîne logistique à respecter. Donc, ça doit être l'enfer. Mais à mon avis, au moins, on a déjà eu cette course. Donc, c'est déjà un championnat du monde. On peut avoir un champion. Mais voilà, la FOM devrait jouer la sécurité et pas trop s'entêter à faire des courses sur le circuit ovale, sur le circuit triangulaire, le circuit jaune devant, marron derrière. Enfin, à mon avis, ils ont des plans prêts, mais en fait, ils ne peuvent pas les annoncer parce que ça voudrait dire que le circuit va se mettre en colère et va demander des pénalités. Et bien sûr que Dominique Ali, il sait qu'aller au Brésil, c'est de la folie, mais il n'a pas le droit de le dire parce que sinon, ils vont demander de l'argent. Il faut attendre. Rappelez-vous que quand ils ont annoncé le premier calendrier 2021, ils ont dit de toute façon, on n'a pas de plan B, ce sera ce calendrier, on ne réfléchit pas à d'autres solutions. Et puis au final, tu t'es rendu compte, au bout de 2 semaines, ils ont annoncé que la Chine finalement ne serait pas possible et que l'Australie partait en fin de saison. Et directement, on nous a dit, oui, en fait, il y a Portimao et Imola qui seront là, il n'y a pas de souci. Et puis depuis, ils font que ça. Et c'est normal, évidemment, qu'ils ont des plans B, sinon la saison tomberait complètement à l'eau. Après, moi, je les vois. Hein? Et juste, il y a Tom Brady qui nous dit un GP sur Mars en 2021, est-ce que c'est possible? Pourquoi pas? Parce que ça ferait une grosse com avec Elon Musk et puis pour l'instant, il y a 0 cas de Covid sur Mars. On va introduire le Covid sur Mars parce que c'est un bon point que tu faisais, Alexandre, parce qu'on rappelle que l'an dernier, quand même, l'Australie, évidemment, c'était au tout début de la pandémie. Enfin bon, les gars, ils étaient là, pas de cas de Covid. On arrive, McLaren arrive. Allez, 3 cas, merci, au revoir, on vous en met 3, c'est cadeau, c'est pour nous. Et le Grand Prix a lieu 2 jours après. Et puis Melbourne, c'est aussi en plein centre-ville. Exactement, c'était compliqué. C'est pas pareil quand c'est des courses au milieu du désert, du genre Bahreïn ou même Abu Dhabi, je crois. Donc voilà. S'il y a des circuits en centre-ville maintenant, la F1 a parié de plus en plus dessus. On a vu ce que ça donnait même au Vietnam. On n'a toujours pas eu la course du Vietnam. Je pense qu'elle est presque enterrée maintenant. Mais c'était aussi le grand pari. Ils vendaient beaucoup les Grands Prix en centre-ville, à Hanoï, à Miami. Donc il va peut-être falloir revoir un petit peu ça aussi. Il y a Jeddah aussi, c'est reste typiquement le seul Grand Prix en ville avec Monaco Bakou était à huis clos, Monaco était avec des spectateurs, Jeddah voudrait des spectateurs, mais effectivement ils vont sûrement devoir revoir leur plan. Et moi je pense que justement là, je verrais bien la F1 assurer tout ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire que je verrais bien décider rapidement de mettre un Grand Prix sur le à hauteur Bahreïn
pour dire au moins on fait un dernier triple enchaînement en fin de saison avec Bahreïn par exemple, Abu Dhabi ou Jeddah où on inverse les deux derniers. Histoire d'avoir des courses parce qu'ils veulent quand même arriver au maximum de courses. Et en fait, je sens que les trois triple headers qui précèdent vont être très compliqués à maintenir. On voit que Mexique, ça va être quasiment impossible parce que là aussi, le circuit est proche de la ville. Interlagos, faut pas rêver. Austin, pour l'instant, ça va, mais la situation aux États-Unis est quand même très très évolutive, donc il faudra se méfier aussi. Zandvoort, il y a des doutes. Monza rouvre la billetterie pour l'instant, mais est-ce qu'ils vont pas faire machine arrière dans l'été? Ça, c'est aussi à voir. Et donc, au final, je pense que on voit que le Moyen-Orient l'an dernier a été quand même assez solide pour accueillir la F1 à huis clos ou non. Donc, c'est vrai que je pense que je verrais bien Domenicali dire au moins on assure des courses là, on assure déjà un triple header pour finir la saison, on assure essayer d'assurer le premier après la pause estivale, et puis au milieu, mettre le maximum de courses en revoyant le schéma. Il y aura la Turquie qui est revenue, eux normalement ils pourront faire aussi à huis clos si besoin, mais c'est sûr que de toute façon la saison finalement, maintenant qu'elle est lancée et qu'elle se lance sur une durée de saison normale, est presque plus compliquée à mettre en place que la saison dernière où au final ils ont mis le château en place pierre par pierre, et puis avec peu d'annulations parce que tout était fait au dernier moment. Là ils prévoient déjà les choses pour novembre-décembre et c'est un peu incompatible avec l'évolution de la situation Covid. Donc c'est ça le grand défi cette année. On parle aussi potentiellement du Qatar, qui pourrait être justement ce remplacement de Melbourne, parce qu'effectivement on parle aussi du circuit extérieur de Bahreïn. Après, je pense que comme vous le dites, même si pour l'instant il n'y a qu'un seul emplacement à combler, il risque d'en avoir très vite 2 ou 3, donc on peut encore envisager pas mal de choses. Mais donc le Grand Prix du Qatar qui pourrait faire ses débuts. On rappelle que le Qatar accueille le MotoGP depuis, si je dis pas de bêtises, 2004 sur le circuit de Losail, et ce serait aussi sur ce même circuit bien sûr que la Formule 1 se produirait, avant potentiellement de faire un Grand Prix en ville au Qatar, bien sûr, parce que de toute façon les Grands Prix en ville c'est génial. On nous demande Losail, ça passe en F1, ça passe tout à fait, c'est un circuit grade 1 donc qui a le droit d'accueillir un Grand Prix demain s'ils ont envie. Alors quelle serait l'idée de faire un Grand Prix un mardi? Je ne sais pas, mais en tout cas demain ils auraient le droit de faire un Grand Prix là-bas sans aucun problème. Il se murmure même que le Qatar aurait déjà ou quasiment signé ou même déjà signé un contrat de 10 ans contenant quand même un petit twist, si on en croit je crois que c'était d'ailleurs sur Race Fans que j'ai lu ça, un petit twist qui serait de dire sauf 2022 parce qu'il y a la Coupe du Monde, ça va être super chaud, mais après on reprend les 9 années qui suivent. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de voir la liste des circuits FIA de grade 1 pour voir les idées possibles. Alors, tous les circuits, on n'est pas allé. Bon, il y a Sepang, mais la Malaisie, dès qu'il y a un cas, ils ferment tout, donc ça n'ira pas. Il y a évidemment Nürburgring ou Hockenheim qui peuvent encore revenir. Il y a, pourquoi pas Manicourt, on peut toujours rêver, un retour de la F1 en France. On a Jerez, on a Aragon, on a Fiorano, mais bon là, Christian Horner ne laisserait pas passer ça, je pense, tout près de la piste d'essai de Ferrari. Et Mylène le disait tout à l'heure, Alexandre, c'est terrible parce que si Hamilton a eu son Grand Prix national avec 140 000 spectateurs et que Verstappen doit avoir le huis clos, là chez Red Bull, on va les entendre parler encore. On a aussi Dubaï, mais bon, ça ira, à mon avis, ça n'aura pas lieu parce qu'on a une grosse rivalité entre Abu Dhabi et Dubaï. Et à mon avis, la piste qu'il faudrait voir, alors outre la Kimi Ring en Finlande qui pourrait accueillir un Grand Prix, donc peut-être une idée, mais à mon avis la F1 à mon avis aurait tout intérêt à privilégier des courses aux États-Unis parce que c'est leur grand dada, et un retour à Indianapolis parce que c'est quand même possible. Ça aurait du sens de faire une tournée, 2 courses à Austin, une à Indianapolis, ou même une à Austin et 2 à Indianapolis, parce qu'en plus Indianapolis, ça peut s'organiser, c'est pas vraiment dans le centre-ville. Donc pour moi c'est plutôt la piste que j'envisagerais si j'étais italien et que je dirigeais la Formule 1. Ouais, parce qu'effectivement, il y a ça, il y a aussi... j'ai vu que Estoril est encore grade 1, donc circuit aussi si on voulait, mais bon, tant que Portimao est là, je pense qu'ils auraient du mal à accepter d'avoir un deuxième Grand Prix du Portugal sur un autre circuit, donc c'est à voir, hein, effectivement. Alors il y a aussi un circuit, ça je ne savais pas, il y a un circuit au Koweït. Est-ce que vous avez envie de voir le Grand Prix du Koweït? Mais je ne connaissais pas du tout ce circuit. Si, en plus, ils l'ont créé avec la volonté de faire venir la F1 à l'époque, c'était il y a 3 ans, je crois. Donc, de voir un grade 1, et au départ, ils avaient pris un grade 1T, je crois, en objectif, mais ils veulent à terme réussir à pourquoi pas faire venir MotoGP et ou F1.
Après, c'est quand même positif de dire que voilà, il y a un engouement tout autour des sports mécaniques. Par contre, je vois le tracé du circuit. On les salue pour le placement très ingénieux de la voie de sortie des stands. Où il y a un premier virage à aller, pas vraiment 90 degrés, mais presque. La pit lane va extrêmement loin et elle rejoint au milieu de la ligne droite pour bien que tout le monde se percute à cet endroit-là, parce que de toute façon, les voitures seront également à droite. Donc oui, pourquoi pas, hein, c'est ma foi, c'est encore une fois sympathique. Mais sinon, voilà, sur les circuits, oui, Manu. Dans le chat, il y a Tom Brady qui demande le Japon va être annulé. Oui, c'est probable. Hein. Encore une fois, ce qu'on disait, c'est que le MotoGP l'a annulé. Il y a très peu de chances qu'ils y aillent. Et je pense que ça devrait faire partie des annulations prochaines qu'on aura en annonce officielle, à mon avis. Fabien Kay nous demande, tiens, dans le chat aussi, Kyalami. Non, malheureusement, Kyalami, c'est un grade 2. Après, ça fait des choses. Voilà, il faudrait envisager des travaux déjà à partir de maintenant pour pouvoir accueillir justement la Formule 1. Disons que globalement, voilà, si vous avez un grade 2, vous pouvez tenter encore d'aller chercher un Grand Prix avec des travaux pas forcément trop onéreux. Si vous êtes en grade 3, par contre, là, c'est même plus la peine d'espérer, comme le circuit d'Adélaïde, hein, maintenant, parce que même si on voulait espérer un retour là-bas, ça semble très compliqué, hein, bien sûr, maintenant, Adélaïde, qui a un circuit beaucoup plus court qu'à l'époque, et où il faudrait quand même faire pas mal de choses. Mais donc, déjà, si on voit la liste des circuits grade 1, on en est à 44. Hein. On a 44 circuits, en comptant un circuit au Castellet, alors qu'on a 100 et quelques variations possibles. Hein, donc vraiment, faut pas s'inquiéter. Le circuit Bugatti du Mans, qui est grade 2 également, ainsi que la version endurance. Donc moi, je suis désolé, mais on fait quelques petits changements au Hunaudière, et c'est bon, on les lâche sur le circuit des 24 heures du Mans, et ça se passe très bien. Hein. Il n'y aura pas de soucis. On fait ça à la place de Zandvoort, vu que le tracé du Mans sera encore opérationnel en post 24 heures. Et pour faire du spectacle, on met des GT au milieu. Exactement. Exactement. Moi, je dis, à partir du moment où on accueille la VV Fun Cup, on peut accueillir tous les autres. Tu mets les W Series avec, comme ça, tu sais, ou la F3, tu vois, histoire d'avoir le même équivalent que comment. Ah non, parce que Deleda qui percute, Deleda qui vient percuter une Red Bull, moi je peux pas. Hein, je peux pas supporter Verstappen qui finit dans le mur à cause de. Mais Suzy Wall qui percute Verstappen. Alors là, ce serait. Je vous laisse faire l'émission, hein, si c'est le cas. Vous faites l'émission du Grand Prix. Helmut Marko, il pète une pile, là. Helmut Marko, il court sur la piste, il fait « Mais c'est un scandale !» Ce serait terrible. Ce serait absolument incroyable. Après, il y a le Fuji Speedway aussi que je vois. Alors, le Fuji Speedway, ils ont accueilli les Jeux Olympiques, donc c'est bon, on peut faire le Grand Prix aussi maintenant dans la foulée. Il n'y a aucun problème. Mais voilà, on pourrait avoir deux courses on pourrait avoir, je vais déclencher un gros enthousiasme, on pourrait avoir deux courses à Sochi, parce que c'est très safe. Là-bas, c'est leur dernière année. Oh là là, tu vois, Alex, j'y pensais, mais je n'osais pas saper le moral des gens, donc c'est cool que tu aies pris le parti de le faire. C'est la dernière fois, après il y aura Igora, c'est la dernière fois qu'on... C'est vrai. Non, c'est l'an prochain la dernière, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est encore 2022. Igora Drive. Ouais. Ils ont encore le droit, hein, ils auront le droit à un Grand Prix avec les nouvelles monoplaces. Et puis après, Igora Drive va s'en occuper. Sinon, on fait une triplette Igora Drive, Sochi, Moscou. Hein, comme ça, on est bien. Voilà, les gens seront bien heureux. Ou la Corée du Sud. Le circuit Yongam. Le fameux circuit. Et d'accord qu'ils n'ont pas construit un seul bâtiment depuis la dernière fois qu'ils y sont allés. Oh non, la marina n'a toujours pas bougé, il faut pas s'inquiéter. ça risque pas de changer avant un bon bout de temps. On n'a pas parlé, mais le Mexique, je pense qu'on peut aussi faire une croix dessus. Oui, je pense. Ça devient compliqué, le Mexique aussi. Hein. Ça devient compliqué, notre ami Franck, quand on retrouve dans l'émission aussi, qui dit Bathurst. Alors, Bathurst est grade 3, malheureusement. Il semblerait que lancer des Formule 1 du haut de la montagne ne soit pas une bonne idée, voyez-vous. Je pense qu'il y aurait quelques travaux à faire sur la garde au sol des F1 avant de... Et j'y travaux, parce que ce ne serait pas des réglages, hein, ce serait vraiment rehausser les roues pour qu'ils puissent passer la montagne. Ils peuvent mettre des 18 pouces, directement. Ah bah oui, c'est vrai, on les a. Je regarde, je suis tombé sur tous les circuits, vous savez, à différents grades. J'ai commencé à prendre peur, j'ai vu des circuits, mais c'est le grade 6 qui est le grade Rallycross, donc j'étais... Je commençais à me dire, les F1 au circuit Jutage qui me mettaient, ça me paraissait compliqué. Ça me paraissait aller complexe. Alors, Bryce Developer dit Finlande chez Kimi, le fameux Kimi Ring, on rappelle, c'est Kimi Ring KYMI, ça n'a rien à voir avec Kimi Raikkonen. Le problème, c'est qu'ils doivent accueillir depuis 2 ans déjà leur premier Grand Prix de moto et ils l'annulent constamment. Ils n'arrivent toujours pas à faire ce fameux Grand Prix de MotoGP.
Donc je pense que ça va être compliqué d'aller faire la F1, même si techniquement, effectivement, comme on l'évoquait, c'est un circuit qui peut accueillir aujourd'hui la Formule 1 sans travaux supplémentaires. Le circuit a été conçu pour être grade 1, donc ça pourrait être justement quelque chose. On a l'Inde aussi, qu'on n'a pas évoqué, mais encore une fois, difficile d'évoquer tous les circuits en Asie, sachant qu'on cherche des solutions pour remplacer des Grands Prix asiatiques justement qui vont être annulés. Il va plutôt falloir être plus proche de chez nous. Après, comme on l'évoquait, notamment le Nürburgring, le vrai souci, je trouve, c'est les dates des Grands Prix, là, parce que à la rigueur, si on doit remplacer le Japon, c'est début octobre, ça va encore, mais si on doit... Moi, je prends pas le risque de mettre une F1 sur le Nürburgring à 21 novembre. Alors, il y a aussi la Finlande le 21 novembre. Ah oui, non, mais alors là, c'est même plus... Trophée Andros, on voit du spectacle, voilà. C'est ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on peut encore envisager un Estoril, comme on l'évoquait, ça pourrait marcher, ou alors effectivement l'autre Grand Prix l'autre circuit de Bahreïn pourrait tout à fait fonctionner. On nous reparle aussi dans le chat d'Indianapolis. Indianapolis, vraiment, Roger Penske a envie. Après, je pense que le gaillard ne veut absolument pas faire cela juste pour dire voilà, on a dépanné la F1. Il faut qu'il y ait un business plan qui soit largement pensé. Et le fait qu'il y ait maintenant 2 Grands Prix aux États-Unis, ça me paraît plus compliqué pour Indianapolis en fait. C'est ça qui est un peu dérangeant parce que je vois possiblement Indianapolis pouvoir justement on les met à la place du Mexique par exemple et on fait un doublé Austin-Indianapolis et ça peut dépanner, mais je pense pas qu'il y ait l'envie de juste dépanner. On veut aller un peu plus loin, comme l'a réussi à le faire le Portugal, comme a réussi à le faire Imola, avec ce deuxième Grand Prix consécutif qui a été organisé là-bas. Oui, mais si tu veux une place, il faut quand même commencer par dépanner. C'était un peu le but d'Imola en arrivant en disant oui, on veut notre place, on propose un Grand Prix, on montre ce qu'on sait faire et puis pour essayer de rester. C'est avoir un pied. Et puis il pourrait aussi avoir un Grand Prix alternatif, un coup Austin, un coup Indianapolis, un coup Miami pour un petit peu changer. Donc voilà, à mon avis, toute opportunité est bon à prendre pour l'ami Roger. Franck nous dit Roger veut pas payer aussi. Oui, ça peut aussi rentrer en ligne de mire évidemment et en ligne de compte. C'est un peu compliqué. Rico Junior qui est Dijon-Prenois. Je sais que dans ce chat on voit un culte à Dijon-Prenois et j'apprécie ce culte parce que c'est un super beau circuit. Ça ne se fera pas. Je ne sais même pas à quel grade on est à Dijon, pour être tout à fait honnête. 13, je pense. La dernière fois que j'y suis allé, c'était grade 2, grade 2 quand même, Dijon-Prenois. Grade 2, Dijon. Non, mais alors, quelques petits travaux sont peut-être à faire, comme peut-être changer tout le tour du circuit pour refaire un truc correct niveau sécurité, niveau dégagement. Il y a aussi Pau qui est grade 2, et là, voir François Bayrou qui en mettra un trophée à Lexington, ça fait partie des images marquantes, je pense. Les deux noms aussi, le Val de Vienne. Le Val de Vienne avec une petite apparition de Simon Pagenaud en guest star, comme il connaît le circuit mieux que personne. Ça serait sympathique cette affaire. Rouen, les Essarts, on dit oui, non mais c'est parti, on peut vraiment s'amuser. Moi, au pire, réhabilitons les Paris-Bordeaux de l'époque, que ce soit un peu plus sympathique. Et là, on pourra bien s'amuser. Tom Brady qui dit un Grand Prix à Londres sur le tracé de la Formule E. Oui, pourquoi pas. Oui. Sinon, la FOM a dit qu'elle voulait organiser à l'avenir un Grand Prix en Afrique. Donc, il n'y a pas de circuit gradin en Afrique. Il y a ce circuit de Marrakech, qui n'est pas le même que là où court la moto, je crois déjà. Non, alors Marrakech, maintenant, ils ont encore la Formule 1, Manu, ou c'était jusqu'à l'an dernier? Je ne sais plus. Non, c'est jusqu'à l'an dernier. Ils avaient jusqu'à l'an dernier le WTCR aussi. Et là, ils ont. Ouais, voilà, c'est ça. La pandémie, tout a été coupé. C'est le circuit Moulay El Hassan, justement, qui est au sud de Marrakech, si je ne dis pas de bêtises. Et qui est, à mon avis, pas adapté au F1 de toute façon. Donc, et puis là, je crois qu'eux, ils ont tout mis en pause pour l'instant, tant qu'ils ne peuvent pas accueillir sereinement. Parce que, encore une fois, c'est un circuit qui est aux portes de la ville, avec pas vraiment de possibilité d'isoler en fait le circuit et les participants de l'événement sportif de la ville. Donc ça reste très compliqué à mettre en place, je pense. Et le seul endroit actuellement vraiment en Afrique où on pourrait faire quelque chose, c'est Calami, comme on dit en Afrique du Sud. Comme l'évocateur, c'est un grade 2. Et alors le souci, à la rigueur, moi j'aurais pu penser, même s'il ne faut jamais transiger sur la sécurité, on aurait pu dire, allez, un grade 2, on leur autorise avec des
des petits travaux à passer en grade 1 test, et à la rigueur, ça peut accueillir un Grand Prix pour dépanner. Maintenant, le souci, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, il est absolument hors de question de commencer à imaginer sur de petits arrangements alors qu'on a les voitures les plus rapides de tous les temps et qu'elles peuvent avoir de très gros accidents. Là, ce serait justement peut-être un peu dangereux. Donc, c'est un risque juridique énorme pour la FIA. exactement. Ce serait aussi se mettre dans une situation absolument terrible. Mais après, c'est aussi particulier parce que c'est bien finalement, ça passe un peu sur un débat sur les grades et tout, et c'est aussi histoire de découvrir un peu tout cela, mais le grade 1 à la base, c'est vraiment, vous devez avoir beaucoup de choses différentes pour justement les dégagements, les accès de sécurité, pour tout ce genre de choses. Ouais. Mais Jeddah est un grade 1 en fait. C'est ça qui est un peu particulier en fait. C'est aussi pour cette raison qu'on ne peut pas courir en sens inverse. Il y a beaucoup de gens qui avaient demandé l'an dernier, voilà, on n'a qu'à faire des grands prix en sens inverse. En fait, c'est impossible parce que les Tech Pro sont pas au même endroit, les pneus sont pas au même endroit. Alors, ce serait possible, mais il faudrait faire d'énormes travaux juste pour une course. C'est un non-sens absolu. Donc, les courses à l'envers, non plus, ça marche pas. Le crash de Verstappen, s'il arrive à comme ça à l'envers, là, il pourrait se plaindre chez Red Bull. Là, ils auraient pu dire que c'était très grave parce que ça l'aurait été certainement, de toute façon. Mais oui, moi, ça me fait toujours un peu sursauter parce que si le circuit de Jeddah était simplement posé au milieu de nulle part, mais dans exactement la même configuration, il serait jamais grade 1. Sûr. Si Monaco était posé au milieu de nulle part, il serait grade 7, 8 peut-être, je ne sais pas, mais il ne serait pas gradé non plus. Donc c'est ça qui est un peu particulier. Ah, mais c'est sûr, de toute façon, on a déjà fait la réflexion avec l'arrivée du tracé, quand on a découvert le tracé de Jeddah. Bakou aussi, Bakou, il y a quand même des enchaînements qui font vraiment, vraiment peur, notamment le virage 15 qui est en descente et à l'aveugle, c'est quelque chose de fou. Et c'est vrai qu'à côté de ça, on voit que sur les circuits classiques et permanents, la FIA est hyper stricte avec certains types de dégagements, certains types de barrières. Et il y a un peu un double discours, donc il y aurait la possibilité, je pense, de convertir des grades 1T ou des grades 2 en grade 1, mais après, comme tu dis, comme vous dites, il y a risque juridique que s'il y a un gros accident, qu'il y ait des dégâts, il y ait une plainte de la part de l'équipe, que l'équipe veuille que ce soit la FIA qui paye les dégâts, etc. Enfin, on voit déjà que Helmut Marko a dégainé la plainte et l'avocat rapidement, alors que tout était fait dans les règles de l'art. Donc ça, je pense que personne s'y risquera, à mon avis. Franck qui nous évoque Dennington qui est grade 2 aussi. Puisqu'ils n'ont toujours pas fait les travaux qu'ils devaient faire il y a 12 ans pour accueillir de nouveau le Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est Louis qui nous demande combien donc, de circuits tracés sont en grade 1. Donc il y a 44 tracés, parce que je vous ai évoqué tout à l'heure Paul Ricard. En fait, c'est pas le cas. Le Paul Ricard, seule la version Grand Prix est actuellement homologuée. Il faudrait repasser individuellement une homologation pour chacun des tracés annexes. Mais globalement, pour le moment, vous avez 44 circuits dans 23 pays différents. Par exemple, on a 5 tracés à Sakir, du côté de Bahreïn, qui sont homologués. Donc on pourrait faire 5 Grands Prix sur 5 tracés différents, et voilà. Alors le Grand Prix sur le tracé endurance, là moi aussi je prendrais mes vacances à ce moment-là, mais les autres on pourrait discuter. Il y aurait moyen de moyenner, effectivement. Donc la Formule 1 n'est pas du tout à court de capacité et de possibilités pour accueillir des Grands Prix. Après, je rejoins un petit peu ce que disait, je crois que c'était je l'avais vu dans le chat, c'était Milan qui nous dit la FIA n'est pas obligée de remplacer tous les Grands Prix, si on a 21, 22 ou 23, c'est pas dramatique. Et je pense qu'on va tout doucement aller vers ce cas-là, plutôt que à tout prix tout remplacer. Ils en mettront 32 l'année prochaine pour rattraper. C'est ça, voilà, il n'y a pas de souci. Sinon, on peut faire, à un moment donné, ils peuvent aussi faire comme le fait la moto. Et actuellement, eh bien, Barcelone, Valence, le circuit permanent, pas le circuit en ville qu'on avait visité à l'époque, Jerez et 4 configurations différentes au Motorland Aragon sont grade 1. Donc on pourrait largement faire toute une fin de saison en Espagne, pour le plus grand plaisir évidemment de Fernando Alonso qui serait incroyable là-bas. On a la Thaïlande aussi par exemple, mais là aussi la Thaïlande a annulé son Grand Prix de moto, donc ce serait pas logique, bien sûr. Donc on verra bien sûr de voir. On va voir comment ça va se passer et on pourra bien sûr en reparler parce qu'à mon avis ça va encore pas mal bouger jusqu'à la fin de cette saison, bien sûr. Mais alors, comme le dit Fabien, c'est vrai que ça va aller pour le championnat, vu comment il va être serré, un Grand Prix de plus ou de moins ça peut changer la donne. Oui. Je pense qu'il faudra le prévenir assez à l'avance. J'estimerais par exemple que en septembre il faudrait qu'on ait la fin du calendrier définitif. Oui.
D'autant qu'on avait vu que Red Bull avait possiblement décidé, c'était une des hypothèses envisagées, que Red Bull ait décidé de ne pas trop faire gaffe à la fiabilité dans l'espoir qu'il y ait entre 18 et 20 courses, sinon 23, en se disant de toute façon ça fera moins de pénalités à prendre et moins de pièces à utiliser. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Michael, il faut que, et c'est ce qu'ils avaient déjà fait l'an dernier. L'an dernier, la F1 avait été arrivée en septembre, il restait que 3 courses annoncées au calendrier, et ils ont annoncé en deux salves très très rapprochées le reste de la saison. Pour moi, il faut que mi-septembre ou fin septembre au plus tard, on sache où on va, et qu'ils n'aient pas de courses à risque, que toutes les courses soient envisageables avec du public ou non, et comme ça que personne se désiste au dernier moment. Exactement. Bryce Hopper qui dit, tu oublies le futur Kimoa Grand Prix des Asturies. J'ai déjà les casquettes qu'on mettra sur le podium, hein. Bien évidemment, ils recevront tous les trois des jolies casquettes de la mauvaise foi avec grand plaisir. Messieurs, on va passer à notre dernier thème qui lui va déjà un petit peu se projeter sur l'année prochaine, sur la saison 2022. On s'était déjà un petit peu projeté là-dessus, on en avait un petit peu parlé la semaine dernière des Formule 1 2022. On rappelle que donc à Silverstone avait été présenté le projet, en tout cas ce à quoi une monoplace pourrait ressembler si elle voulait absolument se conformer au règlement 2022. Maintenant, on a encore des bribes qui arrivent. Encore une fois, ce sont des bruits de couloir, mais ça ferait sens par rapport à ce qui avait été précédemment déjà annoncé. On partirait donc sur 2 salves d'essais l'année prochaine de 3 jours chacune. Les 3 premiers jours, ce serait à Barcelone, les 3 derniers à Bahreïn, 2 semaines avant le premier Grand Prix de la saison. Donc encore une fois, on enchaînerait avec les essais hivernaux et avec le premier Grand Prix de la saison. La vraie question, et ce qui semble commencer à agiter évidemment un petit peu le paddock, est-ce que 6 jours, c'est assez quand on fait l'un des plus gros changements réglementaires de l'histoire de la discipline ? Alors, moi, je suis partagé sur ça parce que, bien sûr, ça a l'air, dit comme ça a l'air d'être totalement insuffisant. 6 jours d'essai avec des nouvelles monoplaces, des nouveaux châssis, ça a l'air d'être absolument ridicule. D'autant plus qu'il y a les essais libres qui sont réduits à 1 heure. En cours de saison, et ça va encore favoriser les vieux pilotes par rapport aux rookies. Hein. Si vous avez un nouvel arrivant, vous allez avoir moins envie vous allez avoir moins envie de les titulariser pour cette année de rookie. Mais il faudrait quand même tempérer. C'est pour ça que je comprends la FOM, c'est que d'une part, c'est que les châssis qui changent et pas les moteurs. On n'est pas dans le cas de 2014 où il y aura des énormes problèmes de fiabilité à gérer. D'autre part, les outils informatiques se sont encore développés, CFD, soufflerie, simulateur, etc. Et ensuite, on a bien vu ce que ça donnait 3 jours d'essai. Et là, c'est des arguments presque marketing et commerciaux aussi pour la FOM, parce que d'une part, ça fait des essais qui étaient plus concentrés, plus rapides et peut-être même plus intéressants à suivre, avec un effet drama. Alors, Michael est bien là pour en témoigner. Je suis sûr qu'il préfère 3 jours à 6 jours pour ces mêmes raisons. Ça crée de l'incertitude, puisque avec 102e semaine d'essai, Mercedes a eu moins de temps pour revenir, donc ça a créé une certaine incertitude. Et puis, ça libère aussi des places au calendrier, parce que s'ils veulent faire 22, 23 places, il vaut mieux faire 3 jours d'essai que 6. Alors, c'est pour ça que je suis partagé. Est-ce que le but, c'est que les voitures soient bien préparées et les pilotes avec, ou est-ce que le but, c'est avoir de l'incertitude? Je pense que l'arrivée des quali sprint nous indique la voie à suivre à l'avenir. Donc moi, je serais pas étonné de voir en 2023 des essais ramenés à 3 jours. Je pense que c'est la logique des choses, et pour le point de vue du spectacle, ça pourrait être une bonne idée potentiellement pour la femme. Après, de plus en plus, ils réfléchissent à ne plus mettre de délai légal entre les derniers essais et les premières courses. Est-ce qu'à ce moment-là, ils n'auraient pas meilleur compte à dire on fait des essais 10 jours, par exemple, avant le début du Grand Prix, ce qui peut laisser le temps de ramener des pièces de l'usine. Et on dit, par contre, pendant ces 3 journées qu'on fait là, à ce moment-là, on laisse les 2 voitures rouler, en fait, avec les 2 pilotes. Comme ça, au moins, les pilotes, eux, sont pas trop pénalisés. Alors, l'an prochain, c'est pareil, ce sera un peu moins pire, mais en 2023, mais 2022, pour moi, il y a quand même un vrai besoin que les pilotes arrivent au moment du premier Grand Prix en ayant pris en main les voitures, parce que une fois arrivés au premier Grand Prix, ils voudront être à leur limite et ils seront 20 sur la piste ensemble. Donc ce sera plus le moment qu'il y ait des incertitudes sur la manière dont la voiture se comporte en peloton, que les pilotes découvrent à ce moment-là la manière dont la voiture se comporte derrière une autre voiture. Et je pense que 6 jours, ça me paraît un minimum. Et moi, j'aurais même déjà potentiellement justement mis la deuxième session le droit d'avoir les 2 voitures qui roulent, en fait, parce que
si on décide de la rapprocher un peu du dernier Grand Prix, c'est quelque chose qui, sur le plan logistique, peut largement se faire. Je suis un peu partagé parce que c'est vrai que beaucoup disent, et je l'entends très bien, cet argument de dire que voilà, il faut quand même un temps de préparation minimum, faut qu'on puisse, pour les équipes, pour les pilotes, découvrir tout ça. Mais d'un autre côté, vous m'auriez fait ce changement de règlement en 87, j'aurais dit oui, il faut tout le roulage possible. On est en 2021, ils vont tous avoir fait des milliers de kilomètres dans le simulateur, qui certes n'est pas la même chose que la vie réelle, ça je ne conteste pas, mais je pense qu'il y aura déjà une idée de comment la voiture va se comporter, qui sera assez précise quand ils vont prendre la piste pour la première fois. Donc je me dis que c'est pas forcément trop peu, et que voilà, ça peut au moins peut-être donner un peu d'incertitude, comme on le disait, et aider à voir justement quelque chose de plus complexe. Parce que si une équipe est venue pour dominer en plus, il vaudrait peut-être mieux justement qu'elle ait moins de temps pour comprendre toutes ces petites subtilités qui la font aller beaucoup plus vite, pour peut-être avoir la possibilité de ne pas avoir justement une équipe qui domine le début de saison, et les autres qui doivent vraiment galérer derrière pour revenir. Donc je pense pas que ce soit trop peu. De toute façon, si c'était trop peu, je pense que les équipes se seraient véritablement quand même élevées en rang vraiment très serré, et les 10 équipes se seraient mises d'accord là-dessus, parce qu'à un moment donné, on peut effectivement envisager et commencer à discuter sur des éventuels problèmes de sécurité, tout ce genre de choses. Mais pour moi, ça me choque pas trop de n'avoir que 6 journées d'essai. Peut-être qu'on aurait pu faire de ça de 4 jours, c'est ce qui se faisait jusqu'en 2018, si je dis pas de bêtises, ou si 2019 c'était déjà revenu à 3 jours sur les 2 séances, je ne sais plus. Ouais, je crois que c'est ça. De 2019, c'était 2 fois 3 jours. Ouais. Donc effectivement, je crois qu'en 2018, on avait 2 fois 4 jours. Sans oublier aussi qu'on aura tous les tournages promotionnels, qui ne sont certes que 100 km par journée, mais qui permettent aussi de travailler un tout petit peu plus et de faire au moins quelques tours. Dis-nous, Manu. De toute façon, je pense que à mon avis, les équipes savent aussi que le gain financier de ne pas faire trop d'essais sera plus important que le fait de faire trop d'essais au début. Ils voient bien on a eu le week-end sur 2 jours à Imola l'an dernier, et puis sans essais libres au Nürburgring, alors que les équipes y revenaient. On voit cette année avec le format Quali Sprint que de toute façon, les équipes et les pilotes sont assez professionnels maintenant pour pouvoir gérer justement ce manque de préparation, savoir exactement, ils ont des bases de réglage. C'est pareil, ils viendront à Bahreïn avec les bases de réglage du simulateur, et donc ils auront pas tout à créer. Donc c'est vrai que là-dessus, je suis assez d'accord avec vous. Je pense que ce ne sera pas un drame s'ils n'arrivent pas ultra préparés. Après, pour moi, c'est juste le fait de connaître la voiture un minimum, et de savoir comment les voitures se comportent les unes autour des autres. Après, le reste, je ne pense pas que ce soit un souci. Et puis le fait, si le premier Grand Prix a lieu à Bahreïn et que les essais hivernaux finissent à Bahreïn, ça changera aussi beaucoup de choses. Ça sera encore plus facile pour les équipes d'y arriver. C'est vrai. Je pense que c'est une bonne chose. Alors, est-ce que vous ne seriez pas aussi peut-être favorable pour vraiment, comme justement on risque d'enlever ce délai entre donc le dernier jour d'essai et le début de la saison, pourquoi pas rajouter une dernière journée le jeudi à Bahreïn, ou le mercredi, pour que le jeudi reste une journée de médias, mais peut-être une dernière journée à Bahreïn le mercredi, et c'est collectif. Voilà. Ça suffisait pas de rentabiliser le vendredi, maintenant il faut même que le jeudi. Exactement, et vendre plein de billets pour que les gens. Mais c'est vrai que ça pourrait être la solution. Oui, effectivement, vendre des billets. Quelques-uns à la rigueur, peut-être, je ne sais pas. Oui, c'est plutôt sur F1 TV. Ils cherchent aussi, je pense, à vendre ce produit, faire un jeudi en accès libre. Il y aura plein de monde qui voudra, parce que ça sera le dernier avant le début d'un Grand Prix, donc ça peut être aussi une piste à explorer. Ouais. Non, c'est vrai que finalement, une petite séance collective de 2 heures, par exemple, pour faire les derniers ajustements et un peu une sorte de warm-up de la saison, en fait, ce serait pas une mauvaise chose non plus. Il y a des pistes, mais bon, après, je m'inquiète pas pour les pilotes. Encore une fois, c'est les meilleurs pilotes du monde, donc ils seront de toute façon au niveau. Certains d'entre eux ont vu plusieurs générations de voitures, donc il n'y a pas de raison qu'ils sachent pas s'adapter. Le point G nous demande d'ailleurs ce qu'ils testent pour Pirelli, c'est uniquement pour les pneus, tout à fait. C'est uniquement les tests de pneus, et de toute façon, tu ne peux pas utiliser ta voiture de la saison en cours. Donc ça c'est As qui a dit aujourd'hui que même As a participé aux essais Pirelli. Alors, dans le communiqué de Staller, ça nous a coûté cher, parce qu'il a fallu
adapter une voiture hybride de 2019. Alors on imagine que il y aura plus de sucre dans le café chez As jusqu'à la fin de l'année, mais ils ont dit on voulait le faire parce que c'était indispensable pour les tests Pirelli et puis pour faire conduire quand même nos deux rookies. Alors c'est même As qui n'a plus d'argent. Alors oui, c'est vrai qu'il y a Mercedes qui n'en pas fait à un moment donné. D'ailleurs, j'avais pas pensé à ce contraste, As qui y va et Mercedes qui renonce. Mais voilà, c'est vrai qu'il y aura aussi des nouveaux pneus Pirelli l'an prochain, les 18 pouces. Il y a aussi ça à prendre en compte. Alors normalement, ça sera bien testé, mais ça fait partie des gros changements qui vont peut-être favoriser une équipe ou défavoriser d'autres. On verra. Il y a aussi le gel du règlement. Hein, les châssis, à mon avis, pourront pas être trop développés dans l'année non plus. Il y aura les limitations des essais en soufflerie pour les équipes les mieux classées. Et il y aura les budgets plafonnés qui vont encore réduire de 5 millions de dollars. Donc il y a tous ces aspects à prendre en compte aussi. Donc à mon avis, ça désavantagerait pas trop les grosses équipes finalement parce qu'elles économiseront aussi de l'argent derrière qu'elles pourront remettre dans le développement de la voiture. Donc est-ce que ça fera une grosse différence? Non, mais ça créera peut-être plus d'incertitude. Je crois que le syndic chez As s'est battu et effectivement donc il y aura plus de sucre. Par contre ils ont gardé les touillettes, donc ça c'est super important quand même. Mais du coup elles ne touilleront plus rien. Donc c'est le gros problème évidemment puisqu'il n'y aura plus rien à touiller dans le café. Ça risque d'être compliqué. Ils ont pas pensé à tout. Cela dit, sans café, Gunther sera peut-être plus calme. Mais là, c'est peut-être plus besoin de café. Donc voilà, ça fait partie de ces choses. C'est un peu un saut dans l'inconnu, mais est-ce que c'est pas finalement un peu plus excitant comme on l'évoquait, voilà, Nürburgring, et voilà, c'est des grands prix, c'était week-end aussi où il y avait des surprises, des choses un petit peu différentes de d'habitude. C'est peut-être des choses voilà qui sont peut-être correctes aussi pour la Formule 1 et qui peuvent aider le sport à avancer. Bien sûr, comme on vous le disait, avec ces histoires de gel aussi des châssis. On peut avoir une saison qui serait globalement moins sérieuse que cette année. Je veux pas que tout le monde commence déjà à se dire faut pas regarder la F1 l'an prochain. Si, il faut regarder la Formule 1 l'an prochain, ce sera très sympathique. Mais il y a des chances quand même que les écarts soient un peu plus marqués. Ça veut pas dire qu'ils ne pourront pas être réduits en cours de saison, mais ça risque d'être un peu plus compliqué, autant que tout le monde vraiment se mette au point avec ces nouvelles monoplaces. C'est Tom Brady, je crois, qui nous demandait aussi à quand de nouveaux constructeurs, parce que c'est vrai que depuis 2011, on n'a eu que As qui est venu en Formule 1. Justement, ce nouveau règlement est là pour ça aussi. Que ce soit le nouveau règlement sportif ou technique, les deux sont là pour aider, et aussi le règlement financier, bien sûr, il y a troisième règlement financier. Ils sont là pour aider les nouvelles écuries à arriver. Mais on a vu ce que ça donnait l'endurance, mettre des budgets plafonnés aussi, baisser les coûts. C'est tout d'un coup, on a eu Ferrari, Audi, tout le monde qui est revenu. Donc ça peut être. Mais la grosse incertitude pour les prochains constructeurs, c'est surtout le prochain moteur. Et le 2026, est-ce qu'il sert parce qu'il y a un coût d'entrée qui est quand même énorme en Formule 1 et Honda en sait quelque chose en 2015. Donc évidemment c'est Volkswagen qui est sur les chapeaux de roue, mais eux ils demanderaient 4 roues motrices, un V6, même un V4 qui serait simplifié. Et on a eu par exemple chez Alpine, chez Renault, on l'a déjà dit, ok pour un nouveau constructeur, mais pas à n'importe quel prix. Il ne faut pas qu'ils arrivent et qu'ils gagnent tout parce que ce serait un nouveau moteur, ce serait injuste. Donc il y a toujours ces dilemmes à prendre en compte, mais évidemment que la F1 a besoin de notre motoriste parce qu'avec le départ de Honda, ils seront plus de 3, c'est quand même pas énorme. Voilà. Mais à part Volkswagen, est-ce qu'il y aura vraiment des gens, des manufacturiers qui seraient vraiment intéressés à voir? Parce que même Daimler a annoncé qu'il serait tout électrique en 2030 ou 35 finalement. 30. Donc voilà, ça ne sera pas le cas de la F1 a priori en 2030. Donc on n'est pas non plus à l'abri d'une mauvaise surprise pour 2026. Ce sera des équipes, à mon avis, qui risquent de venir plus que des constructeurs. Ouais, c'est ça. Il y a deux choses à voir. Il y a quel motoriste. Alors, motoriste, on en a toujours 4, puisque Red Bull, à partir de 2025, sera bien motoriste aussi, après, quelle que soit leur alliance avec un constructeur ou non. Par contre, effectivement, il n'est pas impossible qu'on ait des structures qui veulent rentrer en F1. Et là, dans ce cas-là, il faudra juste qu'il y ait 2 voitures en plus sur la grille. Et je crois que la F1, normalement, veut laisser. Au départ, le plan, c'était parce que le règlement aurait dû arriver cette année, et à partir de 2022, faire un vrai appel d'offres pour avoir une équipe en plus. Donc là, j'imagine qu'ils vont laisser le règlement arriver en 2022, et en 2023, lancer un appel d'offres pour qu'il y ait une nouvelle équipe qui vienne. Je pense qu'on doit pouvoir trouver des structures qui ont 150 millions, grosso modo, à dépenser pour arriver en F1. Et à mon avis, qui peuvent sportivement valoir le coup. Et je crois que la F1, dans l'idéal, aimerait revenir à 22 voitures. Oui. Alors, à mon avis, ils vont revenir à 22 voitures, mais pas à n'importe quel prix, parce qu'en février dernier, il y avait
le fameux Salvatore Gandolfo qui était revenu avec son projet Pantera, renommé Monaco F1, qui était renommé plus ou moins avec les Monaco F1 Team, Racing F1 Team. À mon avis, ils veulent pas d'équipe non plus pas trop sérieuse, qui n'a pas finalement les moyens de durer, un peu comme HRT. Et sur les motoristes, effectivement, Louis qui avait dit oui, effectivement, il y en a 4 avec Red Bull Powertrains. À voir, parce que si Volkswagen trouve que les barrières à l'entrée sont trop grandes, ils pourront peut-être s'associer avec Red Bull Powertrains. Et ça faisait partie des jeux auxquels avait joué Toto Wolff en disant vous allez voir, Red Bull récupère la propriété intellectuelle de Honda. Pour finalement, ils vont la filer à Volkswagen dans 2 ou 3 années. Alors vous imaginez, si vous êtes directeur à Sakura, vous entendez ça, vous vous étranglez. Et théoriquement, c'est pas non plus impossible. Donc, si jamais le nouveau règlement plaît pas trop, à mon avis, ce serait peut-être plus malin pour Volkswagen d'arriver comme ça, plutôt que de partir sur un projet à partir de zéro. Donc voilà, c'est pas non plus. On va avoir des moteurs badgés Volkswagen produits à Sakura, ça risque d'être rigolo. Ouais, alors effectivement, moi j'avoue que je comprends la hype qu'il y a toujours autour de l'éventuelle arrivée de Volkswagen en F1. Elle a annoncé depuis quoi maintenant 40 ans à peu près. Mais Porsche et Audi, comme tu évoquais, vont aller au Mans, vont aller en endurance. Est-ce qu'on aurait déjà, ça fait donc 2 marques qui pourraient pas forcément aller en F1 aussi. Enfin, je vois pas trop l'intérêt de faire un double programme Porsche et Audi, sachant qu'ils arrêtent la Formule 1 aussi pour se consacrer à l'endurance. Après, le projet du Mans pour Porsche et Audi, c'est essentiellement pour vendre des voitures. Ils y vont en semi-officiel au début, mais je pense que à partir de 2025, ils seront là que pour vendre leur châssis. Et 2025, ça correspond avec le moment où ils pourraient potentiellement arriver en F1, puisque de toute façon, ils pourraient arriver en F1 avec une usine Hamilton Keynes qui serait d'ici là serait opérationnelle pour vraiment avoir un côté motoriste. Donc moi, je pense que c'est pas impossible. Après, quand on dit Volkswagen, c'est le groupe, parce que la marque, de toute façon, ne fait plus de sport. Ils ont arrêté complètement Volkswagen Motorsport, donc ce ne sera pas VW. Du coup, ce sera probablement effectivement soit Audi, soit Porsche. Je ne pense pas que Lamborghini ait spécialement des vues sur la F1, d'autant que Volkswagen n'est pas forcément à même de vouloir mettre en avant Lamborghini. Et Ducati, c'est 2 roues. Donc voilà, ce ne sera pas Ducati non plus. Non, ils n'arriveront pas normalement. Et après, tu disais justement, Alex, ils veulent des candidats sérieux. De toute façon, on rappelle qu'ils ont mis en place un ticket d'entrée à 200 millions pour toute équipe qui voudrait arriver en F1 pour compenser en fait les droits télé que perdraient les autres équipes l'année suivante. Ils sont prêts à en discuter, ça a été voté, ils sont prêts à en discuter parce que forcément ça fait une somme qui correspond aujourd'hui au budget de plus d'une saison, donc c'est phénoménal. Alors, mais si tu t'appelles Volkswagen, c'est ok, si tu t'appelles Pantera, c'est 200 000. C'est ça, et vu qu'en plus les équipes qui viendront, je pense quand même que plus ça va aller, je vois pas de constructeurs forcément arriver en total, avec un programme total moteur plus châssis. Du coup, je pense que les structures qui arriveront pour garnir un peu la grille seront pas forcément à même de payer ces 200 millions. Mais bon, je pense que ça, c'est pour aussi dissuader avant tout ceux qui voudraient y aller. J'imagine que l'appel d'offres qui sera fait selon les candidats, il y aura forcément des choses modifiées, quoi. Louis me demande si Audi va pas quitter la Formule 2 pour aller en Formule 1. Alors non, ils vont quitter la Formule 2, mais c'est pour aller au Dakar et au 24 heures du Mans. Donc Dakar l'an prochain, on le rappelle, avec leur nouvelle voiture d'ailleurs qui a été dévoilée il n'y a pas très longtemps, et puis les 24 heures du Mans à partir de 2023 et le championnat du monde d'endurance aussi. Sinon, à la fin, on n'a qu'à faire comme en endurance, c'est-à-dire les voitures qui peuvent courir au Mans et en même temps en endurance américaine. On pourrait faire des voitures en F1 et au Mans. T'imagines. Là, je crois que si un jour on annonce une base commune de F1, on appellerait ça, je sais pas moi, le F1DH, par exemple, ce serait terrible. Je crois que là, on perdrait la moitié des gens qui commenceraient à avoir beaucoup de difficultés à suivre la Formule 1. Je pense qu'il y aura toujours des écuries qui auront envie d'y aller en F1, mais ça paraît difficile. Quand vous voyez le pauvre Gene Haas il est arrivé. Lui par contre, il a vraiment adopté l'adage qui dit pour quitter la Formule 1 avec une petite fortune, il faut commencer avec une grosse, parce qu'il est vraiment arrivé là. C'est qu'il est arrivé avec une très grosse fortune. Et il ne retire pas grand-chose pour l'instant, très clairement, de la Formule 1. Après, je pense que ce sera un terreau plus propice pour les nouvelles équipes prochainement pour venir, parce qu'il y aura cette promesse un peu de dire le championnat va être plus serré, les derniers ont le droit un peu plus de temps de soufflerie, ont le droit un peu plus de choses, donc ont le droit. Je me demandais s'ils n'ont pas aussi non, ils n'ont pas de concessions financières, je crois, mais en tout cas ils ont des avantages plutôt sportifs qui sont quand même toujours intéressants et qui vont aider, et qui ont aidé aussi à resserrer le peloton au fur et à mesure. Donc
ça fait partie de ces choses voilà, qui sont intéressantes. Après, je pense, messieurs, qu'il ne faut pas non plus arriver dans l'extrême qui était la moto à une époque, avec les deux catégories qui étaient en MotoGP, en fait, avec les usines, avec les CRT et les Open, qui parfois avaient un avantage, et c'était un peu le cas aussi récemment avec les fameuses concessions, et KTM qui devait quasiment pas gagner beaucoup pour pouvoir conserver ses concessions et ses avantages. Donc c'est toujours des choses, voilà, faut réussir, je pense, à ce que tout le monde joue avec les mêmes règles en course. Par contre, autour, on peut effectivement, voilà, tu fais un peu plus de soufflerie par là, un peu moins, ça je comprends bien. Mais c'est plus compliqué. Tambay que sont les équipes du style Jordan ou Prost Grand Prix. Jordan, elle est actuellement verte, en Formule 1 toujours, hein, pas de souci. Prost Grand Prix, c'est plus dur. Ils sont principalement chez Manu, en miniature, mais sinon, il n'y a pas. C'est un peu plus compliqué. On a Sauber, on a quand même As, des petits garagistes. Williams et McLaren aussi. Hein. Ouais, c'est encore. Après, en fait, on est dans. C'est vert pour McLaren. Non, mais ça reste une. C'est les indépendants, quoi. Voilà, c'est les indépendants de base. C'est pas des équipes qui sont liées à un constructeur. Et de toute façon, on a vu que la F1 est quand même pas non plus volontaire pour trop reposer sur les constructeurs, parce que finalement, après, même on prend Ferrari, ça reste un constructeur quand même très spécialiste, Aston Martin aussi. Et il y a peu de généralistes. Même Renault est devenu Alpine. On voit que la F1 se dégage un peu de cette emprise que les constructeurs avaient et qui, au final, l'ont vraiment, vraiment mis dans une sale situation à la fin des années 2000. Donc là, aujourd'hui, comme tu dis, c'est un terreau propice pour l'arrivée de nouvelles équipes et plutôt des indépendants. Donc après, à voir ce que la F1 en fera vraiment. Louis nous demande est-ce qu'une structure de F2 ou de F3 pourrait passer en F1 ? C'est toujours possible, mais maintenant on rappelle, opérer une équipe de F2 où tu reçois le châssis tout prêt et aller en Formule 1, c'est une autre paire de manches, hein, bien sûr. Il y avait eu un projet Campos d'ailleurs. Ouais, qui était devenu HRT. Ouais, voilà. Il y avait Art Grand Prix aussi qui avait candidaté, je crois, pour 2010, l'équipe de Fabien Vasseur. Donc c'est assez compliqué. Déjà, à l'époque, elle n'avait pas réussi à accéder à la Formule 1 alors que c'était avec le fameux budget de 40 millions. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si ça serait vraiment possible. Entre la F3 et la F2, il y a un chiffre qui change, mais entre la F2 et la F1, c'est vraiment un autre univers. C'est le jour et la nuit. Donc, à mon avis, c'est le meilleur moyen, si tu veux avoir une entreprise en faillite, de passer en F1 sans être préparé aussi. C'est ça. On se rappelle même que pour remonter plus loin, dans les années 90, Dams avait fait une monoplace adaptée de sa F3000 pour faire une F1 et finalement ils n'y sont jamais allés parce qu'ils se sont rendus compte que la tâche était trop importante et que les dépenses mettaient vraiment en péril l'entreprise. Donc je pense effectivement que il y aura forcément un blocage. Il faut que ce soit une structure hyper soutenue, mais on voit que celles qui sont hyper soutenues, c'est soit elles ont son Red Bull en sponsor, soit elles ont Uralkali dans le cas de Hightech et qui est donc le sponsor aussi de Haas. Et c'est vrai que dans l'état actuel des choses, à part Prema qui est vraiment une grosse structure parce qu'eux ils ont des voitures en F4 de toutes les nationalités, ils ont des voitures en Freca, en F3 et en F2. Eux auraient potentiellement le financement pour pouvoir éventuellement monter un projet, mais ça impliquerait des concessions sur d'autres choses. Et mine de rien, c'est un acteur énorme de la recherche de jeunes pilotes. Qu'est-ce que serait une bonne idée ? Je ne sais pas. Carlin, par exemple, il galère à avoir une voiture en IndyCar. Donc, imaginez la différence entre une voiture IndyCar, c'est 5 millions l'année, hein, si vous voulez être compétitif. Saison de F1, c'est 145 millions, du coup, pour l'instant, et 140 l'an prochain. Donc, c'est un petit écart, bien évidemment, une espèce de gouffre financier, la Formule 1. Donc, c'est vrai que, pour l'instant, ça va être compliqué d'obtenir de nouvelles équipes. Et déjà, concentrons-nous sur conserver celle actuellement, et même qu'on pense, ce qu'on veuille ou pas, le fait que Williams a été vendu, que Haas risque fortement d'être vendu, et que, en tout cas, les Russes, le papa de Nikita Mazepin s'y investissent énormément, c'est positif quand même pour le sport. D'ailleurs, on peut arriver sur ce modèle hybride, comme chez Williams, si c'est des investisseurs, un groupe d'investisseurs qui arrivent. Et voilà, Williams, ça reste une équipe indépendante, mais c'est plus non plus un petit garagiste comme Ginias qui dirige, mais voilà, c'est vraiment des investisseurs qui recherchent une rentabilité. Donc ça pourrait être aussi un modèle. Hein. On voit, il y a des introductions en bourse aux États-Unis régulièrement avec des SPAC. En fait, les gens mettent de l'argent, mais sans savoir le projet défini, ça peut être aussi un modèle. Mais moi, je pense que plutôt que des indépendants, plutôt des modèles d'investisseurs, notamment d'ailleurs aux États-Unis, on voit l'intérêt que Netflix dégage là-bas pour arriver en Formule 1. Donc moi, c'est plutôt le modèle que je privilégierais si jamais il y avait des indépendants en plus qui viendraient. Mylène qui ne voulait pas lancer une cagnotte pour avoir une équipe racing café dans les années à venir. Oui, mais que si on n'est pas obligé de prendre Lucas Di Grassi en pilote.
Parce que moi, j'aurais du mal. Je cède mes parts tout de suite. Mais... On évite de mettre Greg en team principal aussi, je pense. Oui, non, ça se passerait mal, cette affaire. D'ailleurs, si vous voulez écouter nos bêtises sur la Formule 2, ce sera jeudi, hein, bien évidemment, 20h30, toujours sur cette même chaîne Twitch. Et tout doucement, on va arriver à la fin de notre émission, hein, messieurs, aussi, notre fin de notre Grand Prix. Un Grand Prix, c'est 1h30. Alors, rassurez-vous, l'émission qui sera après Monza ne sera pas plus courte. Hein, on va pas la rogner. Et s'il y avait un Grand Prix de Singapour, elle ne serait pas beaucoup plus longue non plus. Hein, voilà, on va essayer de rester sur des durées moyennes assez proches. Hein, bien évidemment, prenez des délais d'un. On me dit, ah non, bah, écoutez, on aimerait être dans les 107%, s'il vous plaît. Les règles existent toujours. On fait ce qu'on peut. Quand même, l'ami Franck qui sera de retour la semaine prochaine. Et bien voilà, on a hâte aussi de le retrouver. T'es toujours le bienvenu, Alexandre, aussi, bien entendu. Hein, si tu souhaites être des nôtres, si on veut faire un jour une émission à 4. Et là, évidemment, il faudra commencer à chronométrer les prises de parole pour rester dans l'heure et demie, puisque la semaine prochaine, on prépare encore un joli programme. Bien sûr, on reviendra sur le Grand Prix de Hongrie. De Formule 1. Qui me demande, vous avez pensé quoi de la course au sprint? Eh bien, je te conseille tout de suite d'aller sur ma chaîne YouTube ou sur les différentes applications de podcast pour retrouver le Grand Prix de la semaine dernière où on a tout dit sur la qualif sprint qui avait donc eu lieu lors du dernier Grand Prix de Grande-Bretagne. La semaine prochaine, on vous parlera donc du Grand Prix de Hongrie. On parlera aussi, tout doucement, bien sûr, de la deuxième moitié de saison, hein, puisque ce sera la trêve estivale qui débutera à la fin du Grand Prix dimanche. Trêve estivale qui sera très courte sur Grand Prix, puisqu'on fera une pause d'1 semaine, donc vraiment profitez-en bien. Et donc on ne sera pas des vôtres, on vous le rappelle, hein, on fera donc l'émission le 2 août prochain, on ne sera pas là le 9 et on reviendra le 16, tout pimpant, tout bronzé, tout prêt pour affronter cette deuxième moitié de saison 2021. Merci beaucoup Manu, merci beaucoup Alex d'avoir été merci à toi. Ici. Merci, un grand merci encore au chat parce que vous êtes de plus en plus nombreux et vous êtes toujours très nombreux maintenant. Vous savez, en fait, en interne, on va dire un petit peu les secrets. On fait entre guillemets une distinction entre les émissions post-Grand Prix et les émissions plus news, puisqu'évidemment, on sait que ça ramène moins de monde. Et ben, je regarde, vous êtes toujours extrêmement nombreux. Donc, merci beaucoup d'être aussi nombreux. Je vous rappelle qu'on se retrouve jeudi 20h30 pour le Racing Café. C'est une salle, 2 ambiances, globalement, sur cette chaîne Twitch entre ces deux émissions. Et puis dimanche, ce sera du coup à 17h30 le débrief du Grand Prix. Et puis ensuite, lundi, on reviendra plus largement sur ce Grand Prix de Hongrie dans Grand Prix. Merci beaucoup d'avoir été là et à bientôt. Ciao, ciao. Merci, ciao. Ciao, bonne semaine.